Salut l'équipe, cette année tes playoffs feront tourner court. Mais je ne t'en veux même pas. Et après tout, comme disent certains, il n'y a pas d'échec dans le sport. Mais peu importe, l'essentiel est ailleurs. Tu nous quittes avec le sentiment du devoir plus que bien accompli. Mais avec ton départ, définitif celui-là, j'ai comme une sensation de vide. Comme après avoir fini une super série Netflix, toi, ta série a duré 22 saisons et c'est passé beaucoup trop vite. Dans ce basket moderne où les stats individuelles sont de plus en plus mises en lumière, toi, la seule stat qui t'a toujours intéressé, c'est le score final. Gagner, toujours, mais en équipe. Un leadership à la Chuck Norris où tu n'as jamais eu peur de rien. Tu nous as même offert un braquage légendaire en 2009 et un magnifique crush d'été en 2012 que personne n'a jamais oublié. Pendant cette quinzaine, tu avais emprunté le costume pas simple, mais qui t'allait à merveille de Kobe Bryant. Et puis tu fais partie de cette génération 82 si spéciale pour le basket français. Souvent comparé à Tony Parker, je ne peux m'empêcher de croire que le numéro 9 retiré par la Fédé est aussi un hommage pour toi. Et puis merci de me faire croire qu'à 40 ans, on peut être toujours aussi compétitif sur un terrain et affûté comme une lame. Non vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout Céline. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Les Knicks et les Warriors sont toujours en vie, les Suns, eux, sont dans le doute. Thomas croit plus que jamais aux Lakers en finale. Et Wax est même de retour dans le First Day Show. Mais tout arrive dans cette émission. Bravo, super, on aurait dit un hors-jeu de sifflet en football amateur. C'est terrible. La régie, je vous aime et tout, mais j'aurais dit, mets un peu une musique d'ambiance, de fête pour annoncer le retour de Wax. Ils m'ont mis un hors-jeu de Fédéral 3 pour dire, tu sais, qu'il y avait... Non, monsieur, vous avez plongé sur les côtés dans le rug. Je le mérite. Comment ça va, mon Wax? Ça va super, écoute. Comme tu peux voir, j'ai changé de paroisse. Ouais, c'est pas ça. C'est pas de toi. Alors, moi, mon équipe à l'Ouest, ça a toujours été les Lakers. C'est vrai, il a toujours dit mais, ça. bon, effectivement, je suis plus Team Pistons de base. Mais là, le parcours est incroyable. On va en parler, évidemment. Et sinon, tout va bien, effectivement. Vous m'avez manqué. Je ne vais pas me cacher. Voilà. Ne te cache pas. Voilà, je vous envoie des messages. Get out of the closet. Voilà. Allez, je fais mon coming out. Je vous aime très fort. Et je regarde tous les First Day Show. Toutes les radios libres, je regarde à peu près tout, même Clutch sur Winamax avec Rémi. Voilà, je regarde tout. Voilà, je regarde tout ce que vous faites. T'as du temps, quoi, en fait. Pourtant, Il est non. dans le Uber, on va dire. Voilà, oui. je me couche très tard. Voilà. Moi aussi, je t'aime, mais par contre, j'ai un petit problème avec toi. Aïe. C'est clair, quand on discute d'arriver un peu à quelle heure on arrive, pourquoi, comment, tu me dis, ouais, je fais un truc avec Jason Mraz, un artiste international. Et genre, donc on sait pas... On sait pas que Jason Mraz est un artiste. Michael Jackson, il était du Puy-en-Velay, je ne comprends pas en fait. Excuse-moi. Voilà, vraiment, disrespect de ouf. Non, c'est surtout que je sais qu'en plus, la musique et vous, c'est un vrai truc. Ah ouais, merde. Je sais pas pourquoi, j'étais là genre, ouais, peut-être, je sais pas qui c'est. Non, et puis... T'as fait un truc comme ça, il était des noobs, vraiment, un truc de... Non, c'est lui que j'ai pas respecté en vrai. Amiors, mec. Ouais, non, mais Amiors, c'est la seule que je peux sortir. Ouais, c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi. Mais ouais, effectivement, j'étais avec lui il y a 10 minutes et voilà, là, je suis là. T'es mieux ici, quoi. Je suis mieux ici. No offense, Jason. Jason, c'est la famille. Et on embrasse RTL2 surtout. Mais non. Écoute, je vis une expérience extraordinaire là-bas. Les artistes incroyables qui viennent me voir. C'est vraiment incroyable. RTL2, Fanzine. Bon, ça marche très bien. Nous, on regarde toujours et à fond. Mais apparemment, t'as d'autres projets, là. Là, actuellement, je suis au théâtre avec Edouard Baird. Gros. Mais lui, c'est que... Mais gros. Lui, c'est Jarod. C'est Jarod de Caméléon, gros. Gros, le mec, il est mannequin, il est guitariste. Il est au théâtre. Qu'est-ce que c'est? Attends. Je vais essayer de la faire très courte parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à raconter sur le basket et que ça n'intéresse certainement pas les gens. Mais en gros, je mangeais un kebab rue de Saint-Denis avec Barbara Pravi, une chanteuse, parce qu'on enregistrait un truc pour son album, bref. Et on entend les artistes et le kebab, c'est vraiment quelque chose. Et ça, on se retourne, et c'est Edouard Baird. Je reconnaissais sa voix, mais on s'était déjà rencontrés vite fait l'année dernière. Et il me dit, mais c'est con, vous êtes là, le théâtre est à côté, on fait la première mardi prochain, venez jouer sur scène avec nous. Et tu sais, pour nous, c'est une vanne. Edouard est très drôle. On y va juste pour rire. Il nous fait vraiment monter sur scène devant toute la troupe, Atman, Kelif et tout. Enfin, les anciens, on les adore.
Et il nous dit, ouais, bah, maintenant c'est tous les mardis, tous les mercredis. Enfin, si vous voulez, si vous avez le temps. Alors, on n'a pas nécessairement le temps, on arrive à faire les trucs. Donc maintenant, on fait plus les répètes, les générales, les machins, mais on est sur scène. Barbara, toi, enfin tous les deux, et vous faites quoi du coup? Mais il y a Edmund Kelly qui danse, il y a machin et tout, il y a cela. Il y a Edouard Baird qui dit des conneries avec les gens, et puis au bout d'un moment, il fait bon, et puis voilà, sans transition, on voit que c'est Barbara Pravi, et Sicole aussi d'ailleurs, qui accompagne au dobro, qui est là. Et donc, on fait le truc, voilà, et donc ça n'a aucun sens. Ça régale. Mais tu sais, après 6 ans de tournée avec le Zwinkels, de toute manière, Oui, voilà, Oui, je pense que là, l'impro, tu peux y aller quoi. Ouais, on a fait les festivals de Groland, de machin. Là, c'est aussi le truc, c'est très punk. Alors toi, t'es très punk et t'es sur scène avec Edouard Baird, et nous, en parallèle, on se fait casser la gueule par Kevin Séraphin. On a mis une vidéo hier d'un basket musclé où on s'est régalé, mais on a beaucoup souffert quand même avec Kevin Séraphin, Thomas. Ouais, absolument. Ça fait des années qu'on nous demande de mettre des vidéos de nous en jouant au basket. Franchement, c'est pas un truc qui. On joue souvent au basket, mais on n'a pas envie de les mettre à l'antenne. Là, on s'est dit, allez, il y a Kevin, venez, on fait une petite vidéo et on met sur YouTube juste pour voir si ça répond et si ça vous plaît. Bon, visiblement, vous étiez à fond, donc ça nous a donné envie de faire une série, de faire d'autres affrontements face à des joueurs NBA, face à des joueurs de l'équipe de France. Vous savez qu'on est très proche de certains d'entre eux. Faire des vidéos plus longues, là, c'était vraiment un test qu'on a fait ensemble. Donc ça vous plaît énormément. On est ravis, les gars. Bah, c'est exceptionnel. Et je voulais quand même ajouter C'est pas toi qui défends. C'est pas toi qui défends sur un demi-bison, quoi. T'es gentil, quoi. Kevin, il est en forme. Je suis sous anti-inflammatoire depuis une semaine, moi. Et c'est pas une blague. Je l'ai vu la vidéo. Ouais, c'est pas une blague. C'est Il est vrai vraiment sous anti-inflammatoire. Ah ouais. Ouais, mais aussi, tu as tout donné. J'ai tout donné. Tout donné. Pas assez, apparemment. Parce que ça allait au... Je spoil peut-être, mais ça allait au match 7. Ah ouais, mais c'était Faut que les vraiment gens le match regardent. 7. Oui, regardez. Bon, en tout cas, comme Kevin se la pète énormément sur la vidéo, vous voyez son petit regard. Kevin, je te vois. C'était important pour moi de remettre quand même les choses dans le contexte et l'église au milieu du village, du village tout simplement. Ça. Voilà. Donc voilà la vraie vidéo qui aurait dû sortir. Il est chaud, il vient d'arriver. Ouais, c'est bon. Je vais voir le niveau. Bon, je m'inquiète pas trop. Oh là là. Voilà, Bisous Kevin. Hein. On t'embrasse évidemment très fort. Et on garde la main. Voilà. Hein, bon, tu nous as peut-être battu, mais on garde la main. N'oublie jamais que c'est en montage que tout se joue et pas sur le terrain. La magie du montage. Le directeur cut des enfers. C'est clair. On parle de basket IRL, on y reste parce que ce soir on sera à 20h sur la chaîne de Domingo pour participer à ce super tournoi 3-3 et en plus on a eu le tirage et en demi-finale Thomas on va s'envoyer ni plus ni moins que Tony Parker. Ouais, il y a Tony Parker dans notre équipe. Bon, écoute, on y va pour la gagne. Après, ça dépend de l'envie de Tony ce soir. Voilà, mais en tout cas, 20h sur la chaîne de Domingo. Ok, 20h sur la chaîne de Domingo sur Twitch, mais est-ce que vous avez la pression? La pression? Un peu. De quoi, de jouer contre lui, tu veux dire? Non, de 2500 jouer. personnes. Non, moi j'y vais pour kiffer en fait. Tu vois, 2500 personnes, ma salle Cerdan, une salle qu'on connaît, on y a déjà joué, on s'entraîner, etc. Il y aura du monde, ça va être sur Twitch, il y aura V'là le monde. On a Kevin Meyer avec nous. J'ai envie de te dire, on va kiffer quoi. C'est juste du kiff. C'est juste du kiff. La pression, non. Le kiff, oui. Moi, plaisir. On veut la victoire. Ça le Ah bah, plaît, à fond, mais à fond, alors à tout le fond, monde nous dit vous êtes grand favori et c'est vrai qu'avec Tom et moi qui savons jouer au basket, Ouais. avec Mayer qui est quand même un athlète plus et qui sait bien jouer au basket. Après, moi en face, tant qu'il y a Tony Parker, frérot, on va quand même lui donner le crédit qu'il mérite. Hein. Tony Parker a envie de jouer, il va gagner quoi. Après, dans quel état d'esprit il va arriver, s'il a envie de se marrer, tout ça et tout, très bien, mais s'il a envie de jouer, moi au bout d'un moment, les gars, je vous aime bien. Mais bon, Après, la tactique, c'est toujours la même. Il y a hein. Hall of Famer en Voilà. face. Comme contre Kevin, hein. Si on prend l'avantage, tout est possible. Il y a des C'est ma règle de base. Il y a des commentaires fantastiques hein, sur. Ouais, mais contre vous, vous Kevin aviez... Séraphin. Oh, ça défend pas trop. Ouais, bien sûr. Écoute, Ouais. tonton, je t'invite, on va faire un concours pour défendre sur Kevin Séraphin. Et puis, Les gens sont formidables. Ouais. Et Tom Saravino l'a été aussi. Hein. Il a été très. Mais les Jérémy deux, et Tom. attends, Jérémy et Tom, Tu sais qu'on perd pas sur Kevin qui nous massacre. On perd Enfin, sur un peu, aussi, mais on perd à l'opposé. Kevin et Tom et Jérémy qui ont été très bons et qui ont mis des tirs importants. On s'est régalé. Sacré adresse c'est extérieure. Ça, c'est nos Bravo, Basket First Tom. Team. On a plein de choses à vous annoncer. Demain, Cholet, Metz 92, soyez bien avec nous. On est en live pour voir Victor face à Cholet Basket qui est un peu en galère en ce moment. Et Victor Mbanyama, il régale. Il a fait 29 points, 25, 24 et 2 fois 25 sur les 5 derniers matchs. Depuis le départ, il est très bon Waiters. Ouais, et depuis le départ, très bon. Il est unpinable, comme on dit
Dans le jargon. Ouais, et puis on tient à préciser quand même, t'imagines, on a commencé le First Day Show, le premier, on l'a fait ensemble dans cette même pièce, mais c'était un peu différent, etc. Aujourd'hui, voilà, Victor Wembanyama fait une interview, c'est avec vous. Oui. Vous jouez avec Kevin Séraphin, ce soir avec Tony P. Enfin, merde, il y a un une belle moment, semaine, j'ai à un l'impression, moment, il faut se rendre compte des choses quand même. Je suis plus interdit bancaire. Ah oui, il y a ça aussi. Je l'ai jamais été. Ouais, Non, ouais, je l'ai jamais attends, été. attends, J'avais pas assez d'argent pour ça. Fausse rumeur. Fausse Ouais. rumeur. Ouais, arrête. Fake news. Allez, avant de se lancer dans le sommaire, je voulais faire un petit shout-out à nos amis d'Ajaccio qui sont montés en National 3. Donc cette année, on les avait joués en Coupe de France, ils étaient en pré-national. Et puis j'embrasse le président et tout le club qui font du bon boulot. Et c'est bien pour le basket corse de retrouver une équipe au niveau national. On vous embrasse les amis. J'ai bien eu votre invitation pour cet été à Ajaccio. Je vais m'organiser, mais c'est vrai que quelques petits jours à Ajaccio, Regarde-le, manger un petit peu de figatelli. de figatelli. Et voilà, Pas quand tu dis on parlait de Malakoff, hein, bien sûr, hein, pas First Team. Hein. Ah non. Voilà. Malakoff a joué contre Ajaccio en Coupe de Ah ouais, France. parce que First Team aurait perdu. Oui, j'espère. Après, ça dépend. Mais la rookie, c'est Stephen Brun et Séraphin. Bon, il y a peut-être moyen. Et Arthur Sen. Et Arthur Sen. Et Arthur. On joue plus en fait. On fait les rotations. Sommaire, allez, on va parler un petit peu NBA parce qu'on est quand même là pour ça, même si on a pris un peu le temps de tous se fêter nos retrouvailles. Le focus, on va aller sur Golden State et New York qui arrachent un match 6 et qui sont toujours en vie. Denver, eux, passent devant et sont un match d'aller en finale, de retrouver les finales de conférence. C'était pas, il n'y a pas si longtemps, c'était dans la bulle. Les Celtics, dos au mur, oui, mais la manière nous inquiète. On va pas les enterrer évidemment, mais il y a plein de choses à dire sur les Sixers et sur les Celtics, et notamment peut-être faire des mea culpa ou pas. On en reparlera avec Thomas. On reviendra sur les news. Les All-Team NBA sont dévoilés, comme d'habitude, ben, ça fait jaser. Il y en a qui sont dans la deuxième, il y en a qui sont dans la première, il y en a qui sont oubliés. Et ben, on finira un petit peu avec ça, et après, on ira sur le quiz où, en ce moment, je suis dramatique, et j'aimerais bien le prendre. Je vous le cache pas, j'aimerais bien qu'on commence même par le quiz. Allez, quiz tout de suite, histoire de mettre le feu en régie. Non, on va attendre quand même la fin de l'émission, mais je suis impatient de botter le cul de Thomas. J'ai perdu sur les fac et j'ai perdu sur le petit. Et les numéros aussi. Je suis un peu strugglé, moi, mais ça, les numéros, j'en ai un peu. T'as eu Jeff Hornacek. J'en ai un peu rien à branler. J'ai eu Jeff Hornacek. Focus, tout de suite. T'es prêt? Focus? T'es concentré? Très concentré. Commence mec. sur Lakers Warriors. Il y a plein de choses à dire. En plus, t'as le tweet. L'info de la nuit, c'est que les Warriors sont toujours en vie, parce que oui, si les Warriors avaient perdu hier soir, les Warriors seraient éliminés et on aurait fait certainement une autre émission. Il n'empêche, les Warriors se sont imposés 121-106, reviennent à 3-2 dans cette série. Et ce qu'on peut noter, Thomas, c'est que oui, les Warriors sont revenus dans cette série, mais les Warriors ont dû faire un énorme match pour battre, encore une fois, des Lakers solides. Ouais, absolument. Alors, il se passe tellement de choses. On s'est vu lundi. Et on était loin d'imaginer que 3 jours plus tard, il y aurait eu le match de Lonnie Walker exceptionnel pour mener 3-1 et ce match à réaction à domicile au Chase Center des Warriors. Parce que tu as raison, pour gagner cette rencontre, il a fallu que Steph Curry soit une nouvelle fois très bon. On en a l'habitude maintenant. Mais il a fallu aussi qu'Andrew Wiggins soit très bon, que Gary Payton soit très bon et Draymond Green, que tu adores, soit vraiment dominant, surtout en attaque pour son équipe des Warriors. Donc ce sont des équipes qui sont très proches. Ça, je pense qu'on n'a aucun doute là-dessus. Voilà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette équipe qui enchaîne des hauts et des bas, qui est passée complètement à côté de 2 matchs dans cette série, sera capable de faire l'exploit pour remonter dans la série et pour la gagner. Parce que c'est ce qu'on attend d'une équipe comme les Warriors, c'est qu'ils gagnent une série face aux Lakers. Waxos, est-ce que tu t'imaginais avant ce match-là de voir les Warriors se faire sortir? Pour moi, c'était logique quand même qu'ils aillent gagner chez eux. C'est quand même une dynastie incroyable. Ils ont quand même un sacré roster. Steve Kerr, qui a fait des bons choix d'ailleurs sur ce match. Pour moi, c'était logique qu'ils gagnent au Chase Center. Pour moi, c'est plié. Clairement. C'est les Lakers qui vont passer. Okay. Ils sont vraiment dessus. Ah bah, oui. Tant que ça, tu trouves qu'il y a un écart assez important? Ouais, franchement, ouais. Franchement, je vois une équipe très sérieuse en face. Et surtout, n'oublions jamais, le storytelling, pour moi, il est hyper important dans la tête de LeBron. Tu vois, en 2020, par exemple, il y a le décès de Kobe Bryant, il a une mission en tête en 2020 dans la bulle. Alors après, on peut mettre des astérix sur la bulle, sur quoi que ce soit, mais je pense que c'est très important pour lui. C'est un mec, souvent vous parlez de Blair, de machin. Je pense que dans sa tête, il est vraiment dans un film Quinry, et je pense qu'il rehausse... Tu m'as fait un peu peur. Ouais. ouais. Mais Quinry, on reste sur le juste Quinry. Après, le genre, on peut en discuter. Mais je pense effectivement qu'il motive ses troupes comme il ne l'a pas fait depuis longtemps. Et je pense qu'ils sont plus sérieux. Je vois moins de sérieux à Golden State. Enfin, bon après, on peut parler de plein de trucs, mais Klay Thompson, par exemple, sa sélection de shoot, je la trouve tellement particulière que je me dis, mais est-ce qu'il se rend compte de l'enjeu?
Peut-être qu'ils sont cramés, peut-être qu'ils s'entendent plus, je sais pas. Alors, s'entendre plus, je sais pas, mais en tout cas, Klay Thompson, c'est une des clés importantes. Hier, il est encore une fois passé au travers Klay Thompson. Il n'empêche que tu as raison sur la discipline. On a souvent dit que sur ces playoffs-là, et peut-être même encore plus sur cette série-là, les Lakers brillaient par leur sérieux. Maintenant, les Warriors, on voit que c'est très up and down, à l'image de cet homme qui, à mes yeux, il tourne à un peu plus de 17 points par match sur cette série, passe au travers par son adresse, Thomas, mais par une sélection de tirs toujours un petit peu hasardeuse, même si on le voit, Steve Kerr vit et meurt, on verra où ça va l'amener, avec ces choix-là. On sait que les Warriors ont un jeu à risque, qui pour l'instant leur a toujours permis de gagner. On a l'impression que par moment, là, on a un peu plus de doute. Thompson va prendre des mauvais tirs, tout comme Steph Curry, et c'est normal. Je lui fais confiance quand il a pris 31 shoots contre Casey au match 6, c'était il y a quand même un peu longtemps, c'était en 2016. Beaucoup étaient vraiment mauvais et il les a rentrés. C'est la seule raison pour laquelle nous avons gagné. Qu'est-ce qu'on fait en fait par rapport à ces Warriors-là? Est-ce qu'un mec comme Klay Thompson, qui est certes un peu maladroit, mais qui prend des shoots, une sélection de shoots un peu bizarre, elle est où la balance, Tom? Pour moi, faut leur faire confiance. Ils ont beaucoup trop d'expérience, ils se connaissent trop par cœur, ils connaissent trop le chemin pour ne pas leur faire confiance. C'est vraiment, à part LeBron, si on enlève LeBron James en tant qu'individu, c'est l'endroit où on a le plus de certitude dans la NBA. Donc, qu'est-ce que nous, on va aller dire? Oui, c'est vrai, Klay Thompson. Alors oui, il est peut-être un peu moins bon défensivement, moins d'impact, moins adroit, sélection de tir un peu plus difficile. Ok. On l'entend et on est tous d'accord. Mais c'est comme ça qu'ils gagneront s'ils vont au bout une nouvelle fois. C'est la seule manière de jouer pour eux. Pour moi, la clé, elle n'est pas sur Klay. Hein. Vraiment, Klay, c'est un... Il a 17 points par match. Pour moi, c'est pas la clé. Pour moi, la clé pour les Warriors, c'est Steph Curry est une valeur sûre. Mais qui doit être aujourd'hui le deuxième joueur le plus important? Ça va être Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, c'est bon. Andrew Wiggins hier est très bon et c'est ce qui leur permet d'être toujours dans le match, toujours à plus de 10 points par match. Parce que les fins de match ne lui appartiennent pas à Andrew Wiggins. C'est celle de Steph Curry, c'est même pas celle de Klay Thompson. Donc voilà, à un moment donné, si Draymond Green est bon, si Andrew Wiggins est bon et si Steph Curry est bon, ça peut suffire pour les Warriors pour venir dans la série. Mais effectivement, tu as raison, tu as un peu dit l'essentiel. Mais tu vois, l'année dernière, en finale, quand Draymond Green hurle dans les oreilles de Jordan Poole, s'ils avaient perdu la finale, on se serait dit, ils s'entendent pas, vous voyez, commencent à gueuler, machin. Finalement, ils gagnent, donc on se dit qu'il y a l'entente, machin. Effectivement, c'est vrai que quand je parlais d'entente, je parlais plus ou moins de cette espèce d'ambiance qu'on voit sur le terrain, tu vois, où des fois, on les voit un peu tête baissée, machin, etc. Tu vois, Kevin Looney, par exemple, je l'ai trouvé exceptionnel. Il est digne, toujours. Hein? Toujours très digne. Ouais, exactement. Et mais là, je sais pas. Alors, pas nécessairement sur ce match-là, mais il y a eu des matchs où j'ai eu l'impression qu'il était un peu groggy. Tu vois, alors c'est vrai. Il était malade. Hein. Je vous rappelle que les deux matchs à Los Angeles, il était malade. C'est pour ça que Jamal Green va dans le 5 par exemple. Il est malade. Il joue 15 minutes alors qu'avant il joue des 25 et 30. Et donc il était vraiment affaibli. Ouais, bien sûr. Et donc c'est aussi pour ça que son rôle a un peu changé avant le match 6. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils perdent le match 6. Bah, on sera bien évidemment obligé de pointer un peu du doigt Klay. Bien sûr, mais tant qu'ils n'ont pas perdu. Oui, tant qu'ils n'ont pas perdu. En fait, moi, tu sais, l'ADN, la culture et tout, je crois que en NBA, c'est plus important que n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire que bon, bah, tu connais tes qualités, tu joues d'une telle manière, parfois tu t'adaptes, parfois ça te fait gagner. Ça, je l'entends. On peut penser à André Iguodala en 2015 qui, en étant dans le 5, qui change complètement la série face à LeBron. Il n'empêche que ces mecs-là ont tellement de certitude dans ce type de jeu-là qu'ils iront au bout de leurs idées. Et puis, même s'ils perdent dans un deuxième tour face aux Lakers, qui va aller leur taper dessus? On pourra dire, oui, c'est vrai que peut-être c'est une fin de cycle. Ce serait une bonne question, mais il n'empêche qu'ils auront perdu comme ils le sont, c'est-à-dire avec des hauts, des bas, de l'adresse, de la course, etc. C'est pas honteux. Hein. Le but en pointant Klay Thompson du doigt, là sur ses stats, qui sont réels, hein, comme on dit, les hommes mentent pas les chiffres, évidemment qu'on ne veut pas faire de Klay Thompson Eric Snow. Tu vois, on sait que Klay Thompson, il a besoin de prendre ces tirs-là, et qu'il les mette ou qu'il les mène pas, Klay Thompson doit garder, et c'est l'une de ses énormes qualités, et en même temps son défaut, c'est qu'il fera toujours ça. Il prendra toujours ces tirs-là. Alors quand ça tombe dedans, tout le monde crie au génie, et on a quand même l'impression que sur l'ensemble de sa carrière, c'est plutôt chaque fois tombé du bon côté. Mais aujourd'hui, on ne va pas demander à Klay Thompson de faire autre chose. Par contre, moi je reste persuadé que les Warriors ont besoin d'un Klay Thompson avec un pourcentage au global, même si à 3 points c'est 43%, mais au global il est en dessous des 40. Et dès qu'il volley up ou dès qu'il y a un tir à 2 points, il rate quoi. Voilà, c'est terrible. Pour moi, ils ont besoin de lui et ça a souvent été l'une des bascules. C'est pas la seule, mais pour moi c'est une non, mais si Klay Thompson est très bon, ils vont gagner dans cette série. On peut dire aussi ça. Tu vois, c'est aussi un rapport de force. Donc tout le monde ne peut pas être toujours très bon. Hein, Il y a une autre bascule importante dans cette série,
c'est les lancers francs, Thomas. Ouais, il y a un truc qui est tout simple, hein, c'est que tu as deux entités qui sont complètement à l'opposé. D'abord les Lakers, qui sont l'équipe qui tire le plus de lancers francs de toute la NBA sur la saison, et les Warriors de l'autre côté, qui sont la pire équipe en termes de lancers francs tentés. Ça s'explique qu'il y a une équipe qui est nulle à chier à 3 points, et l'autre qui est exceptionnelle à 3 points. Donc parfois c'est simple. Hier, on a vu que quand ils peuvent recoller, qu'on se dit « Ah, il y a peut-être un coup à jouer », Et ils tombent dans un excès de tir extérieur. Ce qui n'est pas leur jeu. Voilà, vraiment les Lakers sur ce post-season, le tir à 3 points doit être un bonus. Oui. Ça tombe dedans, tant mieux, mais ça ne peut pas être en tout cas une philosophie numéro 1. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, et on a vu hier que quand ils sont tombés là-dedans, ben en fait c'est là où on s'est dit non, ils vont pas le prendre. En tout cas, sur la série, il y a un truc qui est simple, hein, corrélation lancers francs tentés, victoire pour les équipes. Lorsque les Lakers tirent largement plus de lancers francs que les Warriors, ils gagnent. Lorsque les Warriors sont à peu près à égalité, donc plus 1 sur le match 2 et égalité sur le match 5, les Warriors gagnent. Alors vous avez vu les déclarations de Steve Kerr sur le flopping, etc., sur les écrans en mouvement à la fin du match 4 qui était plutôt étonnant. Est-ce que les arbitres en discutent, etc. J'espère que non. J'espère qu'ils sifflent un match comme de rien n'était. Mais en tout cas, le constat, c'est qu'après le match 4, Steve Kerr s'est plaint. Il y a eu un changement d'état d'esprit à la fois de l'équipe, je pense, mais aussi les arbitres ont sifflé différemment hier soir. Moi, ça m'a un peu surpris, cette déclat de Steve Kerr, qui est plutôt un mec qui est souvent véhément avec les arbitres, mais pendant le match, sur des conférences de presse, j'ai pas souvenir. Il n'y a pas souvent 3-1 aussi. Hein. Ouais, qui tombe sur les arbitres. Moi, je trouve que c'est pas un très bon signe de commencer à se plaindre. Surtout qu'on voit que finalement, quand les Warriors sont agressifs comme ils l'ont été hier, quand ils mettent le pace, qui est le pace Warriors, l'ADN Warriors, on voit qu'ils mettent les équipes, et même les Lakers, qui sont une équipe bien structurée, en galère. Hier, on voit que les Lakers, finalement, à un moment donné, ils sont pris par le rythme et l'agressivité d'Andrew Wiggins notamment, et de Draymond Green. Donc, moi, je veux bien les écrans mobiles, et ça fait partie du jeu des deux côtés. Draymond Green en fait depuis 10 ans. Draymond Green, les écrans mobiles, on les a vus sur les mains à main, là, qui fait très bien, un petit coup de non, mais là, ils disent qu'ils floppent parce qu'il y a eu 2 coups sifflés importants à la fin du match 4. Non, mais sur les écrans mobiles des Warriors. Je comprends. C'est l'inverse. Oui, hein. je vois ce que tu veux dire. Mais c'est lui qui le dit, moi, j'aurais rien à je foutre. ne suis pas convaincu que les écrans mobiles des Warriors ou le flop, c'est pas là que vont se jouer que va se jouer cette série. Et d'ailleurs, heureusement, il y a une stat qui est intéressante, c'est que sur cette post-season, les Lakers, donc play-in, play-off inclus, n'ont jamais perdu à domicile, mais que de l'autre côté, les Warriors, sous l'ère Steph Curry, ont toujours au moins pris un match à l'extérieur, ce qui me fait dire qu'il y a 3-2 pour les Lakers, mais j'ai l'impression qu'il reste un match 6 et potentiellement un match 7, mais pour moi, c'est un peu dans le storytelling des journalistes, il reste 2 matchs 7. Tu vois ce que je veux dire dans l'idée? Pour moi, c'est 2 matchs 7. C'est un truc de gros superstitieux, mais oui, moi j'y crois pas. Voilà, je vais être honnête, je pense que les Lakers, chez eux, avec Jack Nicholson qui est de retour, avec la ferveur du truc. Le temps qu'il se lève de sa chaise pour applaudir, c'est de la mi-temps. Oh putain, le pauvre Jaco, c'est dur. La famille, ça fait 40 piges qu'il est là, il prend que de part depuis Paris. Bah, 40, il était déjà là, 80, 45 piges. J'ai l'impression que t'as 40 ans, donc... Non, c'est pas vrai, j'ai 22. Arrête, je sais pas ce que tu racontes. Non, mais... moi, en tout cas, alors sans être aussi technique que vous, je vais pas parler de close-out, de machin, etc., ni de réajustement, même si je trouve que Darvin Ham, il fait un travail vraiment très bien, exceptionnel. Je pense que c'est un match très, 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 très important pour LeBron le prochain, parce que je pense qu'il y a encore ce souvenir du fait qu'il s'est fait taper combien de fois par cette équipe en finale, qu'il veut avoir la dragée haute sur cette série, et je pense qu'il sait que s'il ne gagne pas le match 6, c'est effectivement, comme tu disais, 2 matchs 7, parce que s'il ne gagne pas celui-là, c'est terminé, quoi. Il y a une question qui va se poser pour ce match 6, donc, qui était officiellement un match 6, mais moi, dans mon imaginaire un peu de... Ça reste un match 6, il y a 2 matchs. Non, mais d'accord. Ils ont 2 chances pour gagner, quoi. Ouais, il leur reste 2 balles de match. Non, et ils ont le service une fois sur 2. Non, mais essaye d'aller un peu plus loin dans ma compréhension. Comprends-moi un peu, Thomas. Je fais que ça, Erwan. Ça fait 10 ans maintenant. Il y a surtout un point d'interrogation autour d'Anthony Davis, qu'on a vu sortir hier, qui a fait plutôt un match correct, mais qui est sorti hier, qui a pris un coup au niveau de... Un énorme tampon de la tempe. Alors, il est sorti en fauteuil roulant, ça peut être assez impressionnant, ou peut-être incompréhensible pour certains, parce que sur le coup, on le voit, c'est pas un énorme coup, mais si ça touche la tempe, ça dérègle tout. Mais tu vois plus rien. Voilà, ça dérègle tout. Donc il n'a pas fini la rencontre. Il restait 7 minutes 43 à jouer. Il y a une inquiétude, et comme d'habitude, chaque fois qu'Anthony Davis est incertain, il y a inquiétude pour les Lakers. Oui, c'est le meilleur joueur des Lakers, donc il y a une énorme inquiétude. On souhaite qu'il joue ce match 6. Mais il n'y a pas de commotion, apparemment. A priori, il n'y a pas de commotion. Donc il devrait jouer. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on soit encore rentré dans le protocole commotion. Normalement, tu le sais directement. Là, ils sont en pleine nuit
là-bas dans la conférence Ouest, donc on verra quand ils vont se lever. Moi, j'ai quand même la sensation que, je vais partir du principe qu'ils jouent, hein, bien sûr, que les Lakers vont le faire parce que cette série me rappelle énormément ce qui s'est passé contre les Grizzlies. C'est-à-dire que les Lakers ont un truc qui est un peu étonnant, c'est que quand ils abordent un match sérieusement, ça se voit. Quand ils sont disciplinés, etc. Donc match 1 dans les deux séries, tu vois l'état d'esprit collectif. Match 2, ils relâchent contre les Grizzlies, contre les Warriors. 2 matchs à domicile, ils font à chaque fois des matchs de top niveau, défensivement, dans les moments importants. On a très peu parlé entre nous de la défense d'Anthony Davis sur Steph Curry, mais la fin de match des Lakers, où les Warriors n'arrivent plus à marquer, c'est très très rare dans l'histoire des Warriors avec Steph Curry. Donc j'ai envie de te dire qu'à domicile, il y a une telle confiance, il y a une telle puissance qui se dégage de cette équipe qu'il y a tout pour qu'ils arrivent à actionner le petit ticket. Le problème, c'est qu'il va falloir gérer un truc. Hein. Je parlais du tempo, gros, il faut gérer les transitions. Hein. Là, hier, ils se sont fait démonter sur de la course. Les Warriors ont joué leur basket qu'on a toujours connu. On relance toutes les actions. Steph Curry a fait que de courir, Draymond Green et Andrew Wiggins en tout cas Andrew Wiggins et Gary Payton ont été parfaits dans la finition sur des coupes, sur des bons moments. Les Lakers n'ont jamais eu de réponse pour arrêter la course des Warriors. C'était au Chase Center. Est-ce qu'ils vont être capables de le côté, avec Anthony Davis à 100%, d'arrêter la transition? S'ils arrivent à le faire, ils auront fait une grande partie du chemin pour se qualifier. Après, il y a quelque chose. La poésie, c'est de la poésie. Il y a quelque chose chez les Lakers aussi. Bonjour. Chanter L2, je chante aussi. Hein. Chanter. Get a room. Après, chez les Lakers, il y a quelque chose aussi sur le. Si tu veux un petit mec qui sait chanter, tu peux m'appeler plutôt que. On parle de discipline, de sérieux chez les Lakers. Et on a vu les Warriors sur les 2 premiers tours. Les Warriors, on peut dire au moins 3 voire 4 matchs, ils ont lâché. Ils ont fait des matchs oui, tout minables. à fait. Grave. Les Lakers. Allez, le match 2 face aux Warriors, tout le reste, même hier, il lâche pour moi. Hein. Ils lâchent à la fin. Mais ils font un match. Ils sont à moins 10 longtemps. Ils perdent Anthony Davis à 8 minutes de la fin. Contre les Grizzlies là-bas aussi, ils lâchent. Ils ont choisi des moments. Hein. Le match 2 et en fait 2 fois les matchs 2 et les matchs 5, pour moi, ils lâchent. Hier, ils sont bons, ils ont de l'adresse dans la première mi-temps, ils tiennent et tout. Ils ont des moments pour rebasculer. Mais lâcher à Money Time, c'est pas passer au travers d'un match total. Pour moi, je trouve qu'ils proposent toujours, avec plus ou moins de réussite, mais c'est toujours sérieux ce qu'ils proposent. C'est une bonne équipe de basket. Oui, je suis d'accord. Pour moi, lâcher. Va dire ça aux Warriors. Hein. Pour moi, lâcher, c'est pas venir au début et venir dilettante. Il y a un match, tu le joues. À un moment donné, tu sens que les Lakers donnent pas tout ce qu'ils peuvent donner. Tu le sens. Au-delà même du money time, c'est que dans le 3e quart, 4e quart, ils sont dominés. Et j'ai la sensation, pas qu'ils en gardent un petit peu, mais c'est pas le même match que ce que j'ai vu la veille. Enfin, tu vois, sur le match 4. Donc, et ils l'ont fait déjà contre les Grizzlies. Donc match 2 et match 5, mais on revient toujours à la difficulté d'enchaîner la même intensité, le même sérieux de match en match d'un play-off, et même de battre 2 fois la même équipe en play-off, c'est compliqué. Ils ont réussi à le faire. Est-ce que ça va leur suffire? C'est surtout plus compliqué pour les Warriors, plus que pour les Lakers. Hein. Ouais. Les Warriors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont être capables de lâcher 3 énormes performances comme celle d'hier soir? De suite, pour passer. C'est une vraie question. Cette équipe a quand même cette fourchette de être capable de faire des matchs honteux et de, quand ils sont dos au mur et qu'il y a ce sentiment d'urgence qu'ils adorent appeler ça comme ça aux États-Unis, de devenir une équipe intenable. Hier, la prestation collective qu'ils font, ce que fait Draymond Green, je ne suis pas sûr qu'il soit à 20 points tous les soirs, mais en tout cas, ce qui est fort. Ils avaient besoin d'un exceptionnel Draymond Green. Il a été exceptionnel. Il avait même annoncé dans son podcast. C'est là où les Warriors sont bluffants. Et moi, tant que toi, tu dis que tu es sûr de voir les Lakers passer, pour moi, c'est du 50-50. Ah ouais. Vraiment. Moi, ces Warriors, tant qu'ils ne sont pas perdus, 4 victoires contre vous, bravo, bonnes vacances. Tant qu'il n'y a pas eu ça, je ne les enterre pas. Et tu as raison. Oui, maintenant, dans les faits, il y a un match à domicile et on le voit sur toutes les séries. Là, les rencontres à domicile, elles donnent tellement d'allant au team. Pour moi, les Lakers, et c'est là où tu as raison dans ton truc de match 7, c'est qu'ils doivent être 100% focus sur ce match 6. Le problème, c'est que si tu le perds, tu as encore une chance de gagner, donc on n'y est pas encore. Et ce sera exceptionnel, hein, c'est un match 7. D'ailleurs, je pense que je vais pas regarder le match, sinon je vais me chier dessus, hein, littéralement. Après, comme un bon supporter du PSG que je suis. Après, il y a des couches pour ça. Ouais. Tu dois avoir d'ailleurs, il y a une marque Thiago Silva qui est sortie, et je vais pouvoir me la racheter. Et ils font des grandes tailles, sache-le. Je pense que Jack Nicholson emportait d'ailleurs. Jaco, c'est la famille. Jaco, non. Le disrespect de non, mais honnêtement, on est d'accord. Tu sais, une fois, tu as dit un truc dans une des émissions. Romain Diffenthal. Frédéric. La famille. Quel acteur. La famille est grande, hein. Mais une fois, tu disais dans une des émissions, et on n'aura pas le temps d'en débattre, etc., mais tu disais, en gros, le basket, des fois c'est simple,
le talent le remporte. La meilleure équipe, l'équipe qui a le plus de le talent talent gagne. la remporte. C'est souvent comme ça. D'après toi, laquelle équipe a le plus de talent entre ces deux équipes-là? C'est une question tricky que je vais laisser à Erwan méditer et j'en répondrai dans la prochaine libre antenne parce qu'il faut que je digère la question. 2 méga superstars d'un côté, Ouais. LeBron, Curry. Derrière, pour moi, le meilleur joueur de la série, c'est Steph Curry. Mais Anthony ouais. Davis. Ah ouais. Pour moi, le meilleur joueur de la série, c'est Steph Curry. Sur le papier ou dans les faits? Non, dans les faits. Dans les faits. Ok, Dans ok. le papier, on va pas rentrer là-dedans, mais Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. pour moi, quand on imaginaire, dans la série, ce que fait Steph Curry pour son équipe, c'est encore plus important que parce que s'il le fait pas, pour moi, la série serait déjà finie. c'est pas pareil pour Anthony Davis? Moins. Je trouve qu'il y a Ah LeBron, mine de rien. Il y a le. Bah ouais, mais il y a un truc qui s'appelle aussi la défense. Après, oui, d'accord, mais de dire que Steph Curry est le meilleur joueur de la série, c'est pas non plus. J'ai pas dit que c'était Jamal Green. Dystopie, les amis. Oui, Erwan, je te rassure. Je te fais une dystopie pour t'aider dans ton truc. Vas-y. Parle-moi Je bien te- déjà. Ok. On va commencer par le respect. Ok. On va remettre un petit peu, comme tu disais, au milieu du village. sûr. Eh ben, dis donc. Je te montre la libre antenne de lundi prochain. Je te montre juste des extraits où tu dis LeBron a été exceptionnel. Ok. AD a été exceptionnel. Stephen Curry a été exceptionnel. Klay Thompson a été exceptionnel. D'après toi, qui a gagné le match? Ah, pour moi, Wow! t'as raison. C'est Curry. Déjà, pour moi, les 4 peuvent pas. Bon, ok. Pour moi, c'est Curry. Oui. Non, mais vas-y, je vais mouiller. Allez, Pour moi, c'est Curry et Thompson ont été exceptionnels. C'est les Warriors qui passent. Ok, d'accord. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Mais t'as le personnellement. droit. Tu peux un truc simple, c'est Non, que non, mais- les séries, quand les Lakers passent, c'est quand leurs seconds couteaux sont incroyables. Rui Hachimura, Austin Reeves. Et pas chez les Derrick Warriors. Rose. Si, non, mais bien sûr, mais je veux dire que les Lakers, ils ont vraiment ce truc de. Quand ils sont tous bons en même temps, on n'arrête pas de le dire. Les Warriors sont pas toujours. Et c'est rare qu'ils aient été tous bons en même D'accord, temps. mais c'est ce qu'il est en train de me dire, c'est que si tout Ouais, le monde mais- est bon en même temps, ce qui arrive très peu. Bah donc, parce du coup, que, ce sera égalé. Par exemple, pour moi, si Anthony Davis est exceptionnel, c'est-à-dire que défensivement, il a fait un match exceptionnel. Si défensivement, il fait un match exceptionnel, ça veut dire que tout ce Oui, que fait que- Klay, tout ouais, il lui a cassé les couilles, voire même Steph aussi. Donc voilà, pour moi, si Steph ok. Curry et Klay Thompson font un match d'exception, on me dit bien d'exception, bah pour moi, ça veut dire que les Warriors vont passer parce que chaque fois que les deux sont exceptionnels, Ouais. j'ai pas souvenir qu'ils aient perdu. En tout cas, le match 6 dans la nuit de vendredi à samedi, ça va être exceptionnel. Quoi qu'il arrive, on aura vécu une série incroyable. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois les Warriors le prendre et nous offrir un match 7 incroyable. Peut-être aussi parce que j'ai envie de voir un match 7 à couper le souffle. Ouais, c'est clair. Non, moi je donne pas mon. Moi je regarde le match et je serre la ceinture. Voilà, Très bien. j'en dis pas plus. Voilà, une fin de série en tout cas, vous l'avez vu en 19-0, parce que les Warriors avec Steve Kerr n'ont jamais perdu en conférence Ouest, sacré stat, et LeBron n'a jamais perdu une série qu'il a menée 3-1. Il y aura une fin de série, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça sera côté Warriors ou est-ce que ça sera côté LeBron? On va aller sur une autre série qui nous passionne aussi. C'est les Nuggets autour d'un Nikola Jokic fantastique et les Suns autour de Booker et Durant. Et c'est tout. Relou. Les Suns étaient revenus à 2-2 après 2 belles prestations dans l'Arizona. Retour donc dans le Colorado. Ouais, je maîtrise bien les États des États-Unis. Et les Nuggets donc, ont repris l'avantage, notamment grâce à leur défense. Thomas, c'est ce que tu nous as dit, pas maintenant, mais hier, sur la Wina TV, dans Clutch. Mais ce qui est marquant hier, c'est leur défense. Hier, défensivement, ils ont été exceptionnels. Mike Malone, à la fin du match dans le vestiaire, dit les gars, bravo, on gagne en défense ce match. Et il a raison. On a beaucoup parlé du fait que ce soit une série d'attaques avec du rythme. Leur défense a permis à ce que les Suns n'aient pas de rythme. Les Suns, sans rythme, c'est que de l'ISO demi-terrain. Et là, le basket devient beaucoup plus dur, même pour Kevin Durant. Donc pour Kevin Durant, bah, on aime cette série parce que c'est une série d'attaques, parce que c'est une vraie série de conférence Ouest, parce qu'il y a des scores d'équipe incroyables, parce que les stars sont au rendez-vous d'un point de vue des stats, parce que Devin Booker et Nikola Jokic sont dans des trucs légendaires, historiques, etc. Mais le basket se joue surtout pour gagner des titres en défense. Et les Nuggets, à domicile, sur le match 5, ils ont prouvé qu'ils étaient une équipe qui était construite pour aller au titre, parce qu'ils ont les armes pour défendre sur des ailiers superstars. Donc beaucoup de crédit à Aaron Gordon, à KCP, surtout eux, en premier lieu, Bruce mais Brown. collectivement. Bruce Brown aussi. pas de Qu'est-ce que souci. ça m'énerve tout ça. Mais c'est une équipe qui montre petit à petit des signaux d'une équipe qui peut aller au bout. Voilà. Ils ont réussi à stopper la course et donc l'hémorragie quelque part de points des Suns. Et dans ce format-là, c'est les Suns qui devraient passer. Le problème, c'est que les Suns sont très très forts et qu'à domicile, tout peut changer. C'est la rectification majeure par rapport au retour à Denver, c'est que le repli défensif, déjà, il leur a moins donné de courses. On a vu que c'est Cameron Payne qui donnait beaucoup le là-dessus. Ils ont
gérer le repli défensif qui est archi important. Et puis surtout, ce que j'ai adoré, tu l'as dit défensivement, c'est que tous les garçons que tu viens de nommer, et on voit Aaron Gordon, oui, Devin Booker et Kevin Durant ont fait un match statistiquement bien, mais par contre, beaucoup moins d'influence que sur les 2 matchs qu'il y avait eu à Phoenix. Et en ça, énormément de crédit aux joueurs, mais aussi à l'ambition défensive collective. On s'est mis sur des missions. On sait que ces mecs-là, de toute façon, on ne va pas les réduire à 15 points. Par contre, l'impact, on peut les laisser marquer, mais l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur équipe, c'est ça que j'ai vraiment aimé côté Nuggets. Bon, de toute façon, moi j'ai la haine. Pourquoi? J'ai la haine parce que vous parlez de Bruce Brown, on parle de KCP. Tu vas pas nous dire qu'il va du rester à Détroit? Si, il y va, je sens qu'il y va. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que là où justement c'est important de comprendre aussi le travail qu'ont fait Denver ces dernières années, c'est incroyable. Ça paraît simple comme ça sur le papier avec les stats, les trucs, les machins, mais il doit y avoir un développement derrière avec une armature pour la franchise hyper importante. Il y a un truc sain quand même là-bas, tu vois. Ils font de joueurs. Franchement, moi, j'aurais jamais misé sur un niveau comme ça pour Aaron Gordon, tu vois. KCP, je sais qu'il était très chaud, mais enfin, tu vois. Et quand ces joueurs-là, Chris Middleton, tous ces mecs qui sortent de Détroit, qui n'ont jamais été ni développés ni quoi que ce soit, qui brillent ailleurs et qui deviennent ou All-Star ou alors des mecs qui sont des Factor X dans leur équipe. C'est là, en fait, moi, c'est en regardant Denver que je vois à quel point je soutiens une équipe minable. Tu vois, non, mais sans déconner. Moi je vois ça et je me dis, ouais, c'est entre ça construit à la draft, ça construit avec des bons moves, etc. Et je me régale à voir Denver. C'est un métier de construire une équipe. Hein. Ouais, mais ouais, c'est clair. Et il y en a qui le font très bien, apparemment, et notamment à Denver. Et moi, je vous avoue que j'ai un gros kink sur Denver. Je trouve que c'est une équipe formidable à voir jouer. Ça l'est, hein. Et moi, en plus, j'aime bien les équipes qui défendent bien. Je trouve qu'ils font le taf. C'est leur grand step-up. Bah oui. C'est leur grand. On sait qu'offensivement, de toute façon, autour de Jokic, et quand tu mets du mouvement, bah, le basket est facile, le basket devient facile. Ouais, mais leur grand step-up, il est défensif. Bah ouais. Parce qu'on le sait, et il n'y a aucune équipe qui devient champion NBA avec les défenses qu'ont pu faire, ne serait-ce que jusqu'à l'année dernière, les Nuggets. Là, c'est leur grand step-up avec non seulement collectivement des vraies options, une stratégie défensive intéressante, puis surtout des corps à offrir à la séance. Physiquement, ils imposent aussi, parce que c'est bien beau de tricher, parce que je suis bien dans la rotation, mais quand tu as des mecs à des pecs comme ça et qu'à la tête au cercle, défensivement, ta vision défensive, tu gagnes en efficacité. Et ça, c'est le grand step-up côté Nuggets. Maintenant, je veux qu'on aille sur un homme qui est en train de détruire cette série. C'est Nikola Jokic, qui est rentré dans l'histoire, non seulement dans l'histoire des triple-doubles, et puis vous voyez sur la série, 35 points, 13,8 rebonds, 10 passes décisives, les pourcentages... 47 à 3 points. Les pourcentages sont indécents. Il est en train, ni plus ni moins, que de découper les Suns, qui... Et là, je vais ouvrir ce petit débat. On voit en face donc, ce que font Durant et Booker. Moi, je veux qu'on ouvre ce débat. Que doivent faire les Suns avec Jokic? Et Thomas, que peuvent faire les Suns sur Jokic? Moi, j'ai peur qu'il n'ait rien à offrir, en fait. Alors, on va parler tactique, je te laisserai ce côté-là, mais Nikola Jokic, aujourd'hui, est un joueur tellement fort et tellement mature qu'imaginer qu'une prise à deux puisse changer véritablement quelque chose, je n'y crois pas. Là, on est vraiment sur, malheureusement pour les Nuggets, pour les Suns, sur une équipe qui est sous-dimensionnée en talent surtout pour démonter un mec comme Nikola Jokic. Il s'est déjà fait battre en play-off, on l'a déjà vu être au bout du rouleau, on l'a vu souffrir défensivement. Le truc, c'est que DeAndre Ayton n'arrive pas à être bon face à lui, il n'arrive pas à l'empêcher à performer. C'est que Jock Landale, qui offre de bonnes minutes, qui a joué 25 minutes sur le match 4, il était très bon, il joue beaucoup moins sur le match 5, on ne sait pas pourquoi. Il faut le faire jouer plus, c'est Jock Landale. Si Jock Landale arrive à vraiment minimiser l'impact de Jokic, il faudra lui donner beaucoup d'argent prochainement. On n'y est pas encore. Ils n'ont pas les armes, que ce soit en termes de nombre, en termes de talent, en termes de physique, voire tactique, je te laisserai ce côté-là si tu veux, Erwan, pour répondre à l'impact de Nikola Jokic qui diffuse sur tous les aspects du jeu, donc point, quel que soit l'endroit, passe, quel que soit l'endroit. Et c'est en ça qu'il est totalement indéfendable et que la connaissance de ses coéquipiers aussi le rend franchement juste exceptionnel et surtout sans solution pour les Suns. Loin de moi l'idée de croire qu'on peut éteindre ou réduire même l'impact d'un Nikola Jokic. Tu voudrais réduire, toi?
Mais parles de réduire. j'aimerais quand même lui compliquer, essayer en tout cas de lui compliquer un petit peu plus la tâche. Aujourd'hui, le problème que j'ai avec les choix de Monty Williams et la défense des Suns de manière générale, c'est qu'on défend Nikola Jokic, notamment DeAndre Ayton. On ne va pas retomber sur DeAndre Ayton, on le fait à chaque émission. On connaît son attitude, ça se passe mal, il ne fait pas ce qu'on lui demande, bref. Ouais, c'est juste triste. Oui, c'est Voilà, triste. on va pas, Pour l'instant, c'est triste, on va pas voilà. non plus sortir le chalumeau à chaque fois. J'ai plus d'essence d'ailleurs. Vu le prix de l'essence, je m'étonne. en plus, mais par contre, j'ai l'impression, je vois que les Suns et DeAndre Ayton défendent sur Nikola Jokic comme s'ils défendaient sur Thomas Bryant. Je vois DeAndre Ayton aller dans des aides complètement, tu vois, vraiment lâcher Nikola Jokic, aller dans des aides, et puis le ballon, une fois qu'il lui revient sur du pop ou du roll, parce que l'autre il est trop fort dans la lecture, une fois qu'il a la balle dans les mains, c'est trop tard. C'est toujours ma théorie en NBA, quand les superstars ont le ballon dans les mains, ça ne dépend plus de la défense. Et je trouve qu'au bout d'un moment, donne moins d'aide, essaie de le couper un petit peu plus du ballon. Alors c'est vrai qu'il monte la balle de temps en temps, mais pas toujours. Il y a quand même beaucoup de Jamal Murray qui le fait. J'aimerais en tout cas essayer de passer devant, de lui couper la balle, ou que s'ils doivent le trouver, c'est plus par une triangulation, voire encore une passe en plus. Essayer un petit peu de le contrarier et de voir, parce que lui c'est le cœur, c'est le poumon de ce collectif. Voir si on arrive sur quelques actions, un peu plus d'actions, à le couper de la balle, ou en tout cas qu'il ait la balle avec pas 14 secondes sur l'horloge des 24, mais plutôt 5 ou 6 ou 7, voir comment les autres peuvent s'adapter à ce jeu-là. Parce qu'une fois qu'il a la balle, pour moi c'est quasiment fini. Quand il reste 12 secondes, il est trop facile, il est trop fort. Donc arrêtons pour moi d'aller donner des aides et de défendre comme si on défendait sur un pivot correct, moyen de NBA. C'est pas le cas pour moi. Quand il y a des pick and roll, et que DeAndre Ayton fait contrôle trop bas, et il n'y a qu'à faire ça, et l'autre, une fois qu'il a la balle dans les mains, 47% à 3 points. Est-ce que tu penses pas que l'enjeu il est pas sur Jokic, il est plutôt sur les autres? Je te pose la question. Alors contre Jokic, t'as raison, ils sont en train de perdre 3-2. J'espère qu'ils vont lui rentrer dans la gueule. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est plus que rentrer dans la gueule pour moi. Il y a non mais le limiter. Enfin, il y a plus que effectivement pas ça, le truc, contrarier un peu, mais à moi vraiment venir essayer de le fermer, quitte à mettre 2 mecs sur lui, de faire des choses un petit peu. Tu voudrais des prises à 2 tout le temps. En tout cas, il est en train de les massacrer. Et je me dis que quitte à perdre contre Denver, autant que vas-y battez-nous, mais ça peut pas être Jokic à 35. 13 et 10. Pour vous, la débandade Phoenix, elle est plus due à la profondeur de banc ou le fait qu'il y en ait un qui a outcoach l'autre? Les deux. Oui, d'accord, mais dans l'échelle des deux, pour moi, vraiment au même niveau. Au même niveau. La profondeur, elle est rédhibitoire pour les playoffs, et puis le manque de créativité offensive collectivement est rédhibitoire, je pense. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'aussi, parce que je ne sais pas, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu de fatigue aussi? Mais ça marche pour tous. Forcément, pas de profondeur, tu tires sur la gueule des mecs. Je suis étendu au premier tour, c'était un truc de ouf. Parce que des fois, franchement, Phoenix joue juste et joue bien. Quand il court et quand il trouve de l'adresse, la justesse, elle est très relative quand même. La justesse, elle dépend beaucoup de Devin Booker, qui est exceptionnel, et de Kevin Durant. Ce que je veux dire, c'est qu'en face, en tout cas, ils sont très sérieux et pour le coup très solides. On en revient encore à ça. Et donc, c'est pas encore, on les enterre pas encore. Mais moi pas du tout, il y a un match à domicile. Alors on va y venir, mais ça vous interpelle pas? Ça t'a pas interpellé sur le match 5 de voir quand même Nikola Jokic être souvent seul sur des tirs ouverts à 3 points, souvent seul en tête de raquette et pouvoir diffuser comme ça? Ils font des choix, Erwan. Moi je crois malheureusement. Justement, est-ce que c'est de bons choix? Moi ma théorie, c'est que Nikola Jokic est trop fort pour le secteur intérieur des Suns. Trop fort. Donc maintenant, on peut parler de prise à 2 et tout, mais je crois que tous les mecs autour sont trop importants dans le collectif, ont trop d'impact en attaque pour imaginer que Nikola Jokic, tu puisses l'enlever. Jamal Murray est trop fort dans les fins de match. Il est trop fort. À un moment donné, il est trop fort. Aaron Gordon met des tirs et est très intelligent. Michael Porter Jr. fait un début de match, il est exceptionnel d'adresse. KCP va mettre des tirs. Bruce Brown met 25. Pour moi, le problème, c'est pas Nikola Jokic. Il faut défendre sur les autres mecs, il faut empêcher tous les autres d'exister. La fameuse Jordan Rules dont on parle tout le temps ensemble, c'est que les autres n'existent pas. Okay. L'autre il est trop fort gros, tu peux rien faire. Enfin tu peux rien faire. Donne-lui des tirs en tête de raquette, donne-lui des trucs, coupe tout le monde. Stop les petites passes à terre. Il faut les démonter ailleurs. Oui mais alors, on pense la même chose, par contre on n'a pas la même vision du truc. Moi je pense que si Nikola Jokic n'était qu'un scoreur, je ferais certainement comme, je penserais comme toi. Mais moi, il diffuse tellement, c'est pas que le score, il diffuse tellement dans la passe, dans les backdoors, il donne à manger à tout le monde. Pour moi,
tue le cœur de ce collectif. Enfin, essaye en tout cas de le réduire. Parce Ils n'y arrivent pas. Ça fait ben, 6 matchs. ils arrivent pas, Ça fait mais 5 j'ai pas matchs, l'impression non plus qu'ils essayent de proposer tactiquement, parce qu'ils n'ont pas les hommes, c'est peut-être... Ben oui, je te dis, ils n'ont pas les armes, Mais gros. tactiquement, moi je te dis, arrêtez de défendre sur lui comme si tu défendais sur un défenseur random. Quand il met un pick and roll, Eaton, il peut pas descendre 4 mètres en dessous pour contrôler un meneur de jeu, c'est pas possible. Ils font leur choix. Est-ce que tu préférais que DeAndre Ayton soit, allez, pas sur pression, j'abuse, mais vraiment, dès qu'il a 3 points sur lui, il va le baiser, il va le baiser. J'aimerais voir. Il va le baiser, gros. Bah pourquoi c'est Nicolas pas ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait déjà. Mais je crois que Il fait un malheureusement... blanchiment d'anus. Ah ouais, Il fait un blanchiment d'anus. Mais moi j'ai peur. Tu sais ce que le problème, c'est que si tu fais ça, gros, il va faire jab, jab, jab. Ah, tu dois. Faute. Faute. Bon bah va t'asseoir sur le banc. C'est ça le problème. Va défendre sur les autres là. C'est les autres qui te. Moi, tu sais- Jamal Murray dans la fin de match, c'est lui qui te fait gagner. C'est pas D'accord. Jokic. Mais ce que je veux te dire, Ah, c'est si, que, c'est Jokic, c'est que quitte à perdre, moi j'aime bien choisir mon poison, tu vois. Bah, ils ont choisi leur poison. En tout cas, Monty Williams, il a du mal. Mais si tu vas dans ton délire, fais des prises à 2. Hein. Overplay tout le temps, prise à 2 franche. Bon courage. Hein. Ils sont trop intelligents. En fait, ça me perturbe de le voir, de voir un mec qui te détruit comme ça. Et c'est en aucun cas terrible. remettre le talent de Nikola Jokic en question, évidemment. C'est qu'au bout d'un moment, mec, ça fait 5 matchs. Gros, t'as un fion comme ça. Tu veux pas essayer autre chose? Ils ont gagné 2 matchs dans la série. Et ils reviennent à domicile. Et justement, Eh. donc retour à domicile. Ce soir, hein, c'est ce soir. C'est ce soir. Honnêtement, si j'ai un conseil à donner aux Nuggets sur lesquels on est dithyrambique, pour moi, c'est de s'éviter, malgré tout, quand tu joues contre Devin Booker, Kevin Durant, comme ça, dans le doute, évite-toi un match 7. Bah, j'imagine qu'ils vont éviter, ils vont tout faire. Non, mais vraiment, tu vois, c'est J'espère. parce que on sait jamais. Match 7, des mains qui glissent, des mecs qui un peu bégayent et tout. Et les deux là, faut pas leur donner la moindre chance. Je pense qu'ils leur donneront vraiment aucune chance. Donc tu vois Denver s'imposer en 6. Ouais, vraiment. Ok. Mais on va parler prono, mais moi, voilà. Bah non, mais moi, je peux l'entendre. Hein. Je peux l'entendre. Je pense qu'il y aura un 7e match. Là, vous avez vu, vous avez vu les différences de niveau des deux équipes en termes de rythme et de panache quand ils jouent chacun chez eux. Gros, moi, je pense que Phoenix, ce sera un gros match. Ça va être serré et tout. Mais à domicile, Phoenix va le faire. Après, il y a un 7e match. Et là, en effet, Erwan a raison. Le talent, le machin. Bon, pour l'instant, il n'a jamais marché à l'extérieur hein, pour les Suns. Ah non, moi je veux. Enfin, dans cette série, en tout cas. Donc, moi, je dis match 7. Et là, gros, c'est pièce en l'air. Tu trouves Ah ouais, complètement. En termes d'expérience, quand même, effectivement, Kevin Durant, etc. Moi, je Sur un trouve match que- 7, tu veux dire Ouais, sur un match 7, je pense que. Parce que C'est une en meilleure fait, équipe de basket. Et puis, J'ai pas d'avis. le dernier match Ah. 7 et puis le dernier match 7 des Suns, on s'en souvient. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est Mais bon, pas c'est la- un autre temps. c'est pas la même chose. Une fois, je te disais ça, et pour moi, il y a quand même un aspect mental qu'on enlève complètement dans l'équation de ce truc-là. C'est quand tu fais un concert devant 50 000 personnes, c'est pas comme quand tu joues devant 2 ou 3 000, tu vois. C'est pour ça que tu nous as posé la question pour ce soir de tout à l'heure, si on avait un peu la pression. là, Ouais, tout ça. Ok. exactement. Honnêtement, c'est un métier. Tu vois, je sais que j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois devant de larges audiences. Et je sais que je suis un gars sûr quand il y a quelqu'un qui m'appelle, genre Matt Bastard ou je sais pas, Julien Doré pour venir faire un solo aux Vieilles Charrues devant 60 000 personnes. J'arrive, je fais le taf parce que j'ai l'habitude de faire ce truc-là. Alors ça, et en plus, on a déjà gagné le match. C'est pas comme le basket. Il y a pas de voilà. Le seul truc, c'est toi, ton track, ton machin. Moi, je me dis, un match 7, c'est carrément un autre univers. Et on le voit d'ailleurs, la plupart du temps, ça se joue souvent à ça. C'est pour ça que, tu vois, ça serait intéressant un match 7 Golden State contre les Lakers parce que vraiment, pour le coup, en dehors du public de tout ça, on aurait plein de gens très expérimentés qui ont déjà vécu ça, tu vois. Plus du côté Golden State, évidemment. Du côté Denver et Phoenix, pour moi, ça irait plutôt du côté de Phoenix au niveau de cette expérience-là parce que il y a un truc psychologique. Ça se tient entièrement, ce que Ouais, tu dis. Vraiment, là, on n'arrête pas de dire c'est un nouveau sport et tout. Quand tu vas en playoff, un match 7, c'est voilà, le match 7, les finales NBA, c'est des moments qui appartiennent aux très grands. Et Ça, on l'a ça, vu, j'en ai pas. avec Kings Warriors. Hein. Ouais, Moi, les Kings exactement. Ah oui. c'est proposaient clair. un meilleur basket sur la série. T'arrives à un match 7, c'est plus le même métier. C'est plus le même métier. Et c'était pas encore le leur. Pas Ouais, encore. exactement. Pas encore le Mais leur. ils ont appris énormément. Denver Ouais. doit quand même s'éviter, je pense vraiment, Ouais, un match carrément. 7, parce qu'après, pour moi, ça ne sera pas du 50-50, mais le 70-30 qu'ils ont là serait duré. Ouais, ça va être et dur. voilà, faut pas laisser de chance. à ce On est moment-là. d'accord. Voilà, on a fait le tour de cette série. Il faut qu'on rentre dans le débat maintenant, parce qu'on doit parler des Celtics et des Sixers. C'est pas la même joie en ce moment. Les Sixers étaient menés 2-1 et sont revenus à 2-2 après ce tir incroyable de James Harden et John Mazzulla qui oublient de prendre des temps morts. Après tout, c'est le rôle d'un coach ou pas, faut croire. Et derrière, les Sixers sont allés
confirmé en allant gagner au TD Garden un match 5 incroyable avec un James Harden maestro, avec un Joel Embiid dominant. Il y a un Therese Maxey fantastique. Messieurs, la série a tourné en 2 matchs. Et les Sixers, maintenant, ne sont plus qu'un match de retrouver les finales de conf. C'est pas arrivé depuis 2001 et un certain Allen Iverson. Ah oui, c'était à bonne époque, comme diraient les plus vieux d'entre nous. Ouais, c'est une série qui est très intéressante par plein d'aspects, parce qu'en fait, on est déçu par des performances collectives. Et là, le match 5, quelle déception du match des Celtics. Mais quel match de merde! Allons sur les Celtics, allez. On y va à fond, si tu veux, avec plaisir. On fera les Sixers, de toute façon, c'était l'un ou l'autre, vas-y. On peut commencer par le positif, si tu veux. Non, vas-y. Les Celtics. Ouais, c'est une énorme déception, parce que tu reçois un match, parce qu'on parle de culture, on parle d'histoire, on parle d'expérience collective, on parle de vécu. C'est un groupe qui connaît la chanson. John Tatum, elle est en finale de conférence plusieurs fois, ils ont fait une finale l'année dernière, ils ont plein de certitudes, on parle d'expérience et tout, ils ont tout pour eux. Ouais, ils passent à côté du match comme une équipe de puceaux. Ils ont fait n'importe quoi. Leur game plan est catastrophique. Jouer à 5 extérieurs, faire que de jouer 1 contre 1, jouer les uns après les autres, pas de lien les uns pour les autres, donner toute la création à Jason Tatum et à Malcolm Brogdon, pas qu'ils soient pas capables, mais à un moment donné, le basket t'offre tellement de choses. Tu ouvres le petit bouquin, là, enfin c'est un grimoire, hein, avec les tactiques, tu peux faire tellement de trucs. Du jeu à 2, du jeu à 3, des high-low, des grands, des petits, des machins. Ils ont un roster avec plein de force. Et Joe Mazzulla n'utilise malheureusement que très peu les ressources de son effectif. Donc c'est une énorme déception. Voilà, je vais m'arrêter là pour la première phrase, mais c'est une énorme déception ce que j'ai vu tactiquement et collectivement par cette équipe des Celtics sur le match 5. C'est vrai que ça fait pas très culture Celtics comme ça de proposer un basket aussi pauvre en attaque. Et parmi tout ce que tu viens de dire, il y a un homme qui cristallise évidemment les critiques. Ben, tu l'as dit, c'est Joe Mazzulla, pas John. Tom dit t'as dit John. Ouais. Joe, bon, je me pensais à John Connor, mais bon. Non, Joe Mazzulla. Et c'est marrant puisqu'en début d'année, il y a eu ce changement de coach ou qui avait laissé des doutes. Moi, j'avais envie de donner sa chance à ce mec-là parce que c'était l'assistant d'Emi Udoka. Finalement, on a découvert, et en creusant un peu, que c'était un coach d'attaque, donc un peu l'opposé de ce que faisait Ime Udoka. Et toi, déjà, à l'époque, quand on avait fait les previews, tu avais des doutes. Souvenir. Dire que tu remplaces par un mec qui va peut-être avoir les mêmes préceptes, avoir la même identité, positif. ça, moi, je l'entends, la même identité. En tout cas, sur le papier, il va peut-être préparer les matchs de la même manière, il va peut-être dire les mêmes choses. Enfin bon... Quand toi tu me dis un truc ou quelqu'un qui n'a aucun charisme me dit la même chose, et ben ça va pas me faire le même effet. Donc c'est oublier aussi la valeur d'un homme, d'un coach, etc. Donc moi je suis très très inquiet. Peut-être que les joueurs l'aiment bien, mais ça n'empêche que tu es remplacé par un novice très jeune qui a pas de référence d'avant, peut-être apprécié, mais Ime Udoka a tellement réussi à avoir de l'impact sur un groupe en si peu de temps. Moi je suis au contraire je suis très inquiet. Hein. On dit pas que de la merde, non, c'est bien ça. Inquiétude, et c'est vrai, et mine de rien. Visionnaire. Non, mais visionnaire, mais en plus, on aurait pu ressortir ça. Ce qui est terrible, c'est qu'on aurait pu ressortir cette même déclat en décembre, quand les Celtics étaient meilleure attaque de NBA et que tout roulait en se disant, bah t'as dit de la merde. Mais c'est vrai qu'avec cette équipe-là, la saison régulière, c'est plutôt bien passé pour les Celtics, même si sur la deuxième partie, il y a eu quelques moments un peu chelous, mais on n'arrivait pas encore à tomber dans de l'inquiétude. Par contre, le début des playoffs, déjà face à Atlanta, moi j'ai senti 2-3 trucs un peu chelous. Et là, face aux Sixers, on a l'impression finalement que cette méthode Joe Mazzulla, ce basket d'attaque face à une équipe qui nous avait régalé par sa défense avant tout, ben, est en train de... Et les masques tombent. J'aime bien dire ça, les masques tombent. Alors, déjà, je tiens à dire grand respect aux puceaux, parce que tout à l'heure, tu les as écorchés. Il y a eu un grand puceau qui a joué à NBA, qui était AC Green, qui, pour le coup, lui, avait et du mental et qui était très puissant. Je te vois avec ton petit regard, tu te fais rire. Shout out to AC, hein, Il avait un surnom. Hein, il avait un surnom, c'était Blue Balls. Ouais. Ça lui donnait la concentration. Exactement. Et je pense que c'est ce qui manque aux Celtics aussi, un petit peu, parce que honnêtement, au niveau du talent, ils ont tout ce qu'il faut en boutique. Et effectivement, il y a un truc. Alors, la défense, il y a un gros moins bien par rapport à l'année dernière, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a aussi quelque chose. Tu vois, Marcus Smart, par exemple, moi je trouve que c'est un peu le baromètre un peu de cette équipe, tu vois. En tout cas, la boussole à bien des égards. Et des fois, je le regarde, je ne regarde que lui sur le terrain, et je me dis, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe pour qu'il ait l'air si tête baissée à des moments si importants.
Enfin, je sais pas si vous Ça se voyez tient, ça hein. comme ça, mais... C'est général, hein, parce que- Et encore, je tombe pas dessus. Non, mais Au je contraire, comprends. j'ai un peu de peine. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Alors effectivement, ce que dit Jalen Brown, mais ça date pas d'hier qu'il y a eu toujours eu ce truc-là. Mais là, c'est vrai qu'à cause des résultats, on le surligne encore plus. C'était le truc Jalen Brown Tatum, où on avait dit d'ailleurs, peuvent-ils être ensemble? Et finalement, ils vont en finale, etc. Mais ces problèmes-là datent pas d'aujourd'hui. Effectivement, les masques tombent, mais ils ont quand même le potentiel d'y arriver, quoi. Ah bah, Enfin, je sais pas. ouais, Moi, il y a pour moi, Le quand potentiel, on est en oui, t'as play-off, raison. pour moi, quand on est en play-off, revenir à parler d'un potentiel, c'est presque trop tard. Là, aujourd'hui, aujourd'hui, on n'est plus dans un potentiel, on est dans faut le faire. Et il y a des choix de Joe Mazzulla, qui est certes un coach d'attaque, qui a passé une saison régulière plutôt tranquille. Maintenant, l'année dernière, on se souvient de line-up qui faisait très mal à l'adversaire. On se souvient de Grant Williams qui était associé à Robert Williams. On se souvient que quand il jouait grand avec Al Horford et Robert Williams ensemble, ça, c'était des match-ups qui faisaient très mal à l'adversaire. Et j'ai pas cité Jason Tatum et Jalen Brown, hein, qui sont les superstars de l'équipe. Je te parle de ces mecs-là qui étaient alignés ensemble, qui startaient ou qu'on mettait sur des moments clés du match et qui faisaient des bascules. Aujourd'hui, ils ne tentent plus ces associations-là. Et je trouve que quelque part, je veux bien que quand tu arrives, que tu es coach, que tu veuilles t'émanciper de ce qui marchait avant pour te créer toi ta propre identité. Mais mec, tu peux pas non plus chier sur tout ce qui a été fait l'année dernière. Et j'ai l'impression qu'il est en train de se perdre là-dedans entre ce qu'il veut faire et ce qui marchait avant. Mais alors moi j'ai une question à vous poser. Je peux me lever, vous pouvez me mettre une balayette, il n'y a aucun problème. Bah, Mais est-ce que On va vous faire l'audience. Hein. Ouais. Wax se fait balayer au first des shows. C'est avec la photo au ralenti. Est-ce que vous trouvez pas que ce soit les Sixers ou le Boston Celtics, on voit une série qui joue pas un très bon basket globalement? Bah, c'est un peu l'avis d'Erwan, hein, qui disait que les matchs sont pas. Parce que sont pas incroyables, des fins de match intéressants. celui et avec tout, le mais- dagger Harden. de Harden, le match, moi, pendant je suis tout le match, je me dis Boston va gagner, tu vois. Ouais, non, c'est Et, clair, et- c'est et clair, les c'est clair. Sixers proposent pas C'est grand chose de spécial. un tout petit peu C'est un peu décevant en termes de basket et de tactique proposée. Et Erwan a raison de parler des line-up des Celtics. Où Robert Williams, soit ce qu'il est le meilleur. Verticalité, des deux côtés du terrain, du contre, du second rideau, du alley-oop. Est-ce que vous en voyez? Avec Erwan, on rigolait. Je vous ai dit que c'est arrivé 2 fois dans le match 5. Une fois où il convertit, il marque, et une autre fois où, je sais pas, il doit pas être à 100%. Il récupère la balle, et après, il y a Joel Embiid qui revient, il est en galère. d'une saison très galère, Robert Tout à Williams, fait, physiquement. tout à fait. Ça peut-être que ça joue. Il n'empêche que là où l'année dernière ça marchait, c'est quand c'était Horford ou Grant Williams qui défendait sur Yannis. Je repars sur le match-up l'année dernière contre les Bucks. Grant Williams, quand on lui demande de défendre sur Joel Embiid, c'est pas là qu'il va être bon. Il faut qu'il vienne en aide. Comme nous, parfois, quand on joue contre des gros babards, on va dire que c'est moi qui vais défendre sur lui et Aaron va venir en aide. Et du coup, c'est plus embêtant pour le gars. C'était un peu dans la même idée. Les line-up qui marchaient l'année dernière, on ne les retrouve plus. Les concepts défensifs qui marchaient l'année dernière avec Robert Williams qui venait en second rideau, on ne le retrouve plus. Ça, c'est côté défense. Côté attaque, on parlait du 5 out, donc tout le monde à l'extérieur. Mais Robert Williams ou alors Ford, il faut leur donner des ballons en dessous. Joel Embiid, il est rayonnant défensivement, il met des contres, mais il faut aller le châtier un petit peu, il faut aller faire des pick and roll, il faut que le mec flash à l'intérieur. Alors Ford, il a tiré cette fois à 3 points, il n'a pas marqué, mais c'est pas de sa faute. Il faut qu'alors Ford, on le retrouve un petit peu là et là et là, et si ça se passe bien, il mettra les tirs extérieurs. C'est terrible l'aveu d'impuissance dans la raquette en attaque de la part des Celtics. La punition des match-up. Moi, je suis désolé pour ceux qui vont dire « Ah, mais l'année dernière, c'était l'année dernière ». Mais on est obligé de faire une comparaison avec la saison dernière. C'était juste l'année dernière et c'est les anciens finalistes. Et la même équipe surtout. Et C'est la même équipe. Et Brogdon en plus. Brogdon en plus. Donc, tu es censé step up. L'année dernière, on se souvient de la punition des mismatchs côté Celtics. Mais les petits punissaient les grands, mais les grands punissaient les petits aussi. Et aujourd'hui, les mismatchs que les Celtics adorent jouer, qui continuent à jouer, c'est juste les petits qui vont punir les grands. Et sur du drive. Et sur du Pas drive, du et, post-up, et donc de voilà. la création de tir. On n'est plus en train de punir aussi avec les grands qui châtient les pieds à l'intérieur, où ça t'amène des fautes et des paniers faciles. Ça, on ne le voit plus. Et je suis désolé, jouer 5 out avec Robert Williams et Al Horford. Ouais, Al Horford à 0 sur 7 à 3 points. Moi, même pas, je lui en veux. Parce qu'aujourd'hui, donner les seules munitions à Al Horford en attaque, c'est lui filer des tirs et de dire mais les gros, mais tu t'es trompé de joueur, hein. Tu t'es trompé et tu t'es trompé surtout de plan de jeu. Il n'empêche. Les Celtics ne sont pas morts, mais on est quand même un peu. Moi, j'étais inquiet quand ils avaient perdu le match à domicile face aux Hawks. Ils perdent sur un tir de triangle incroyable. Ça marchait pour le match 1 avec Harden. Ouais. Ça ressemblait un petit peu avec ça. Tu vois, avec un mec qui est extraordinaire, une défense qui est chelou, aux abois comme le titre d'ailleurs. Donc on était plutôt raccord là-dessus. Mais je sais pas. Et puis j'ai l'impression qu'il y a le sportif
où on se regarde pourquoi, quand, comment. Et puis il y a quelque chose en interne. Pour moi, le cas de Jalen Brown n'est pas. J'attends que ça se finisse parce si clair. qu'ils vont raconter des Voilà. trucs, j'ai l'impression. Écoute, on va pas non plus trop se projeter. On va quand même aller parler des Sixers qui, pour le coup, eux, tactiquement. Et là, crédit à Doc Rivers, ça arrive en playoff. Ça arrive en playoff. Ils ont fait le match juste, le match qu'il fallait sur ce match 5 au TD Garden. Ils ont fait le match. Alors avant de revenir sur le match 5, je voulais qu'on revienne, Erwan, sur la libre antenne du match 4. C'est vrai. Le match 4 avait été très 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 dur contre les Sixers dans une victoire. Alors le match 5 est différent, on va en parler, mais moi j'avais pas compris pourquoi tu avais été si dur alors qu'ils dominent le match, que les autres reviennent avec un 14-0, ça arrive, et qu'ils arrivent à quand même remporter un match qui leur permet du coup maintenant de mener. Est-ce qu'on peut en parler si tu veux? Non, mais il y en a plein, et j'ai reçu plein de messages pour dire alors maintenant les Sixers. Mais moi, ce que j'ai vu sur le match 5 par rapport au match 4, c'est des adaptations. Parce que heureusement que les analyses des coachs, encore plus, mais même de nous, sinon on se ferait chier, c'est pas juste ils ont gagné, c'était bien. Donc pour moi, ils ont gagné sur un poker. Et au poker, tu gagnes des fois. Mais je me dis que cette équipe-là, qui pour moi, et je le dis depuis le début des playoffs, et même avant, je pense que cette année, les Sixers peuvent taper les Celtics. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais pour moi, la gestion du match 4, les choix tactiques, le coaching du match 4, j'ai été déçu par et Wax, tu le dis, par la prestation collective des Sixers. Et je peux pas juste... J'avais pas envie de me contenter d'un match de mammouth de James Harden et d'un match, certes en stats énorme de Joel Embiid, mais qui dans l'attitude de fin de match, par sa nonchalance, m'avait un petit peu interloqué. Ce que j'ai vu sur le match 5, c'est que tout ce que je critiquais sur le match 4, je ne l'ai pas vu au match 5, par des adaptations. La gestion des trappes sur Joel Embiid, beaucoup plus de mouvements à l'opposé. Bon, ben voilà, ça pour moi, c'est une adaptation meilleure par rapport au match 4. Ce que je vois aussi, c'est la gestion de James Harden, moins scoreur, mais dans le tempo, d'en faire jouer tout le monde. Voilà, ça, c'est une adaptation qui m'a plu. Tyrese Maxey qui va enfin aussi amener de la vitesse. C'est une équipe qui marche un petit peu. Beaucoup même. Harden, avec Embiid, on aime bien comme ça. Hop, Maxey qui leur amène un petit peu de course. C'est une corde en plus à leur arc. Quand tu veux être champion, toutes les cordes à un arc sont bonnes à prendre. Donc oui, ils ont gagné le match 4. Oui, la prestation collective du match 4 ne m'a pas plu. Par contre, j'ai vu des adaptations au match 5. Et s'il y a eu adaptation, c'est que forcément tout n'était pas parfait au match 4. Moi, la grande question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment une affaire d'adaptation ou est-ce que simplement ils ont fait un meilleur match chacun individuellement? Les deux. Thomas, une adaptation t'amène à faire un meilleur match. Moi, j'ai envie de te dire que naturellement, ils ont fait un meilleur match. Tobias Harris, c'est le meilleur exemple. Il est catastrophique sur le match 4, il gagne quand même. Vous savez, On connaît ton amour. le match, la première mi-temps qu'il fait sur le match 5, leader. Il est incisif, il est agressif, il va tac, tchac. Je fais OK. Tobias fait des trucs. Alors, il a été bon ici ou là. Vous allez me trouver que l'année dernière, il était à 24 points par match. J'en ai rien à foutre. Je parle de Tobias Harris, qui ne marque jamais plus de 20 points. D'ailleurs, il a fini à 16. Hein. C'est quand même incroyable. Mais en tout cas, dans son état d'esprit, je me suis dit, putain, est-ce que c'est une adaptation ou est-ce qu'en fait, il y a un mec qui s'est fait violence et qui a donné le là? Est-ce que Tyrese Maxey, c'est vraiment Doc Rivers qui a dit Tyrese, il faut que tu cours? Ou est-ce qu'il était bien dans son game et il a mis de l'allant? Tu vois, c'est toujours la question entre les deux. Ça change rien à l'affaire qu'ils ont fait un match sensationnel, que collectivement, ils ont été très, 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 très bons du début à la fin, qu'ils ont été adroits, que chacun a joué sa partition et que James Harden n'a pas eu besoin d'être soliste. Moi, c'est pour ça que je te parle d'adaptation ou truc. C'est que James Harden, il a vu que tout ça se passait bien. Il n'a pas eu besoin de forcer ses 1 contre 1. Ouais. Alors que par moment, sur le match 4, ils en ont eu besoin et il a fait ce dont son équipe avait besoin. Pour moi, la grande adaptation, c'est la gestion des trappes. Joel Embiid a eu beaucoup de ballons, il n'est jamais collé à la raquette. Du coup, donc il était un petit peu entre la ligne à 3 points et la raquette. Du coup, il avait on parlait moi sur le match 4, le spacing m'a gêné par moment. Je trouve qu'on se marchait dessus, les joueurs se marchaient dessus avec Embiid quand il était trappé. Je trouve que là, il y a eu beaucoup plus de spacing. Alors oui, l'attitude, elle est meilleure de Tobias Harris, elle est meilleure de PJ Tucker aussi, comme par hasard. Mais c'est parce que je pense que, en tout cas, oui, l'attitude, mais ils ont dû faire de la vidéo sur les trappes en se disant, les gars, là, en fait, à l'opposé, il faut proposer des choses. Là, le spacing, il n'est pas bon. Joël met 1 mètre de plus au large et à l'opposé, venez proposer des solutions. Tu donnes beaucoup de crédit à Doc Rivers, j'ai l'impression. Alors, mais, là, en tout cas, j'ai envie d'en donner. Et je donne aussi beaucoup de crédit à Doc Rivers parce qu'il nous a sorti un joueur de l'au-delà, Daniel House Junior. Depuis quand il joue et depuis quand il défend comme ça? Ah frérot, j'ai vu un mec qui n'était pas concerné du tout par les playoffs, il est rentré du jus, une défense incroyable, de l'impact, bravo. Et ça,
Ça, c'est mes playoffs. On l'a vu avec les Lakers et on le voit avec les Sixers. Avec Lonnie Walker et ça, c'est important dans les playoffs. Ça, c'est la beauté de la NBA. Toujours un Kemé, c'est ton 9e homme. Il déboule, il est bon, il donne des bonnes minutes, de la bonne défense et un côté athlétique dont ils ont besoin. Est-ce que ça serait pas du vintage Doc Rivers, époque Orlando, quand il y avait Darrell Armstrong, Tariq Abdul-Wahad, et qui créait des joueurs, tu vois? Je leur souhaite, hein. Je leur souhaite. Maintenant, il y a un match à gagner à domicile. Et moi, je vous le dis très honnêtement, je pense qu'il va y avoir un match 7. Ah ouais? Je me remets dans la... C'est pas la même équipe, tu l'as dit, on l'a beaucoup dit là depuis tout à l'heure, mais l'année dernière, le match 5 des Celtics à domicile face aux Bucks, il est catastrophique. Giannis est extraordinaire, on s'en souvient. Et ils vont gagner. Et ils vont gagner le match 6, et ils gagnent le match 7. Je vous dis pas que l'histoire se répète, parce que là, un match 7, on en discutera. Mais le match 6, je pense que les Celtics vont faire un énorme match. Et dans ce cas-là, ils seront en position de gagner, s'offrir un match à la Donc tu penses qu'Embiid ne répondra pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui? On verra. Les MVP vont jamais au bout. C'est rare. Je vais te donner un élément de contradiction sur Joel Embiid. Sur les 3 derniers matchs, quand même, tonton, il a ce qu'on appelle rempli les cases. Hein. Il est blessé, hein. Et il est blessé, c'est dingue. Le mec a fait une blessure qui, normalement, tu peux pas jouer. Moi, je vais te dire, au-delà de l'importance de gagner ce match-là et d'aller en finale de conf, ce qui est primordial pour cette équipe des Sixers, qui, je le pense, aujourd'hui, a une vraie chance d'aller en finale NBA. Là, il y a 3 mecs, quand même, qui doivent un petit peu changer la narrative. James Harden, hein, on adore le joueur magnifique, MVP, mais on sait qu'en playoff, t'as souvent mouillé ton slibard. Joel Embiid, j'ai mal au ventre, je suis blessé et tout. On sait qu'en playoff aussi, lui, le slibard, il revenait humide. Et Doc Rivers. Et le pire de tous, c'est Doc Rivers. Mon gars, en gagnant ce match-là, tu vas pas tout effacer. Parce que non. Pas. Et encore une finale de conférence. Voilà, mais en tout cas, là, déjà, tu envoies un message un peu différent. Si tu gagnes pas ce match-ci, c'est que tu te renvoies un match 7 au TD Garden. Pour moi, générique, fin de rideau. Voilà, pour moi, exactement générique. Fin. Ces 3 mecs-là et encore plus Doc Rivers, ce match-là pour eux, il est capital à titre collectif évidemment, mais surtout à titre individuel. Vaincre le signe indien. Donc ce match, il va être archi important. Excitant, hein. Excitant de ouf, bah là c'est les playoffs. C'est fabuleux. On est cet enjeu-là. On est que dans la demi-molle, voire 3/4. Attention à la finale de conférence contre Miami où tu mènes 3-1 ou tu perds aussi, hein, pour Doc Rivers. Je rigole. On peut plus rigoler. Excuse-moi, Christophe Wash. Christophe Walker. Match 6, c'est quand du coup? Bah c'est ce soir, non? Ce soir. Bah oui. Putain, on va pas non mais de toute façon là, il se passe un truc tous les jours. Mon cœur chavire, je sais plus quoi penser. On devrait faire une émission tous les jours. Il est 20h15, il faut vraiment qu'on avance. Donc match ce soir, on va se régaler. On sera évidemment là lundi dans la libre antenne pour débriefer. Il nous reste une série à aller voir. C'est mes Knicks qui sont revenus à 3-2. Bravo les gars, bravo Jalen Brunson. Oh la vache. Les Knicks ont fait un voyage en Floride et sont revenus bredouilles, se sont fait botter le cul 2 fois, mais au Garden, on retrouvait un petit peu d'amour-propre, un petit peu d'allant, et surtout, on retrouvait un petit peu de Jalen Brunson, 38 points. Les Knicks le font au forceps, c'est un bon soir pour les Knicks qui ont dominé au rebond, 34-50. Les Knicks, c'est toujours pareil, un petit peu analysé, c'est l'avantage, c'est dès que Brunson est bon et qu'à l'intérieur, on est bagarreur et qu'on remporte la bataille du rebond, ça passe. Et Randle a été digne. Bah ouais, alors Jalen Brunson qui est très bon. J'ai envie de te dire qu'on a l'habitude, bravo à lui, mais 38. Non, la grosse info quand même, c'est que, Julius Randle est redevenu un joueur de basket sur ce match. Voilà, 24 points, 5 et 5. Alors, dans son style, bien sûr. RJ Barrett confirme qu'il fait une vraie bonne série de playoffs. Et Quentin Grimes est donc le joueur le plus important de l'équipe. Il a joué 48 hier. Voilà, c'est ça les informations qu'on va retenir de tout ça. Hier, on en parlait dans Clutch, Erwan. Je disais que je ne pouvais pas imaginer cette équipe se faire botter 4-1. Voilà, l'âme du Garden. Vraiment, il se passe un truc, blablabla. Ils ont réussi à faire un match sérieux, intensité top niveau, face à une équipe qui, quoi qu'il arrive, ne va jamais rien lâcher parce qu'il y a 4 points d'écart, 2 points d'écart ou 4 points d'écart, il reste pas beaucoup de temps. Ils ont réussi à le gagner plusieurs fois, le match. J'ai envie de leur donner du crédit. Ils ont fait un match de bonhomme pour se laisser une chance dans cette série. On les voit aller prendre un match à Miami, ils ont tellement souffert, ils ont tellement presque pas existé là-bas sur les 2 rencontres. Non. La réponse est non. De mon côté, en tout cas, désolé, mais je pense que aussi, si on t'avait dit au début de l'année qu'ils iraient jusque-là et qu'on débrieferait un match 6 des deux... Clairement. Une fois qu'ils y sont, je ne vais pas se dire c'est déjà bien. Oui. On a envie qu'ils leur cassent le cul à Miami, qu'ils se fassent un match 7 au Garden. Il pourra se le dire dans une semaine quand il sera sorti. C'est face à Miami, tu vois, où bon, ils n'étaient pas attendus à ce niveau-là non plus, évidemment, mais...
Bon, moi je trouve que quand même relativement New York sont mal coachés. Voilà, je vais dire que des trucs que vous dites déjà très souvent, mais c'est étonnant quand on regarde cette série. Pour moi, c'est la plus mauvaise série à regarder, tu vois, au niveau du plaisir. Et je dois avouer que moi je suis team We Believe à l'ancienne de Golden State. C'est un peu le truc de Miami qui deviennent un petit peu la mascotte des fans de NBA ou même des gens qui regardent un peu de loin. C'est toujours impressionnant de voir parce qu'au play-in, ils perdent le premier match. Le parcours est incroyable. Et puis Jimmy Butler, encore une fois, on l'oublie. Et puis à chaque fois, ça revient fort. Voilà, moi je crois pas trop aux Knicks. Et puis en plus, on parlait de Julius Randle. Effectivement, tu sais, on parlait tout à l'heure de la pression qu'on peut avoir quand il y a beaucoup de monde, etc. Je faisais un tu préfères à mon frère il y a quelques semaines qu'on embrasse. Je disais, tu préférais que le pire mec que tu détestes sur Terre, tous les matins, te mette une gifle de cow-boy en pleine gueule, tous les matins quand tu te réveilles, ou te prendre une bifle d'Hanouna en plein direct. Et non, c'est un tu préfères. C'est un tu préfères. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, attends, tu vas où là? Alors, j'ai l'impression quand je vois Julius Randle qu'il a choisi la baffe de son pire ennemi tous les matins au réveil, et il a une gueule, le mec. Franchement, il a les épaules baissées. On dirait qu'il y a un truc qu'on ne sait pas. Son attitude, elle est vraiment au-delà du psychologique. Je regarde, j'avoue, c'est un peu mon guilty pleasure. Je regarde les conférences de presse de Julius Randle. Et franchement, hier, Salé, il avait le sourire, mais. Hein? Hier, Salé, il a mis plus de 15 points, il est content. Hein. Bah oui. Non, mais on a vu le tableau là, on a vu le tableau sur le différentiel saison playoff. Encore une fois, on le dit tout le temps, les playoffs, c'est un filtre. Ça fait tomber les masques. Et au bout d'un moment, ça fait 2 fois quand même en 3 ans qu'on voit qu'en playoff, il n'y arrive pas. Dans les stats, dans le leadership, dans l'attitude. Terrible. Ouais, mais, terrible. Ouais, mais aussi, et je me fais l'avocat du diable là-dessus, je pense qu'on ne se rend pas compte. Parce que jouer à ce niveau-là, c'est évidemment des choses, tu sais, c'est comme quand on dit ouais, moi si j'étais Johnny, j'aurais fait, enfin tu sais, dans la musique, t'en entends des gens qui disent j'aurais. Bon voilà, tu vois. Je pense que franchement, les réseaux sociaux, c'est quand même un truc assez dingue. Je sais qu'il faut couper, mais tu peux pas. Donc, tu le vois dans le public. Je suis allé au premier match d'ouverture des Lakers cette année et Russell Westbrook était dans le terrain. Dès qu'il avait la balle, tout le monde faisait non, non. T'entends 25 000 personnes qui font ça. Enfin, waouh, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi, il suffit qu'il y ait un mec qui me parle mal dans la rue, qui me dise, hey, toi là, tu peux pas ramasser ton truc ou je sais pas quoi. Ça y est, c'est pas que j'en dors pas, mais tu sais, je suis pas très bien, tu vois, après. Alors je parle même pas d'une agression, un truc comme ça. Ces mecs-là, ils se font suragresser. Julius Randle, c'est quand même la piñata des fans des Knicks. Mais la faute à qui? D'accord, la faute à qui? Mais en fait, je pense que c'est... D'accord. Moi, j'oublie pas un truc, t'as raison, et il faut toujours relativiser, c'est ce qu'a fait Yanis très bien en conférence de presse. Maintenant, Julius Randle, gros, les gens l'aiment à New York, de base. Hein. La saison qu'il fait à 3 ans, les gens sont ébahis. Il y a eu des comparaisons dingues. Il fait une saison, il fait des playoffs minables, donc normal, il faut le dire qu'il est minable. Il fait une saison après minable, c'est normal encore, et dans une attitude cata. Jusque-là, tout le monde l'aimait beaucoup. Là encore, il retrouve une place en l'NBA First Team, il arrive à y être dans la 3e équipe. Il refait des trucs minables. Alors, il a été blessé et tout, mais moi, je pense que les fans de New York, ils ont qu'une envie, c'est qu'il soit bon en playoff. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Le gars est pas bon et il a une attitude déplorable. On va pas non plus lui dire bravo, le mec. Non, je sais. Parce que moi, tu préfères, c'est pas ça. Tu préfères prendre une baffe tous les jours de ton pire ennemi. Vraiment le pire, la grosse baffe, ou avoir Julius Randle dans ton équipe que tu supportes. Erwan, c'est à toi de répondre à ça maintenant. Alors ça, tu préfères. Après, prendre une calbotte de bon matin, c'est un relou quand même. Et en plus, ton ennemi, il a vraiment une grosse. Tu vois? Faut pas que ton ennemi, ça soit Kevin Serrano. Julius Randle. Non, mais moi, je trouve que. Et puis surtout à New York, il y a ce truc d'envie, quoi, de mouiller le maillot, de grit and grind, qui est parfois un peu simpliste et qui peut pas résoudre tous les problèmes. Mais à New York, les gens fonctionnent un petit peu aussi à ça. C'est pour ça qu'ils s'attachent beaucoup à Chart, qu'ils adoraient John Starks aussi. Donc John Starks a eu des moments de trou aussi, mais il y avait toujours ce côté envie. Lui, c'est par l'attitude, ce côté de baisser les bras. Et je crois qu'à New York, les gens lui en veulent même pas de ses stats. Ils veulent juste un mec qui mouille le maillot. Et moi, je crois qu'il vit mal le fait que Jalen Brunson est gentiment, mais sûrement en train de lui grailler le leadership de cette équipe-là, même si ça se voit pas encore dans les All NBA Teams, puisqu'il est dans la 3e. Ou All-Star l'année dernière. Ou All-Star l'année dernière, mais je sais pas. Pour moi, je le dis depuis longtemps, il veut être un joueur
c'est déjà un très fort joueur, il veut être un joueur qui ne peut pas être. Et du coup, il peut pas performer dans l'adversité. Il peut pas performer. Je pense que son mal-être, son manque de statistiques, quand il est pas bien, ça devient le problème de l'équipe. Et ça peut pas marcher comme ça. Ça me rappelle un peu Roy Hibbert. Wow, il avait beaucoup moins la balle que Randle quand même. Hein. All-Star et tout. Hein. Oui, à un moment donné, on disait que c'était carrément l'un des meilleurs intérieurs. C'était le meilleur pivot de la NBA, mais ça voulait dire aussi qu'il y avait une concurrence. À voir si les Knicks. Je rêve d'un match au Garden. Je rêve de match au Garden et j'espère que les Knicks. C'est très magnifique. On le rêve pour toi en tout cas. Ça serait On est à fond. Et ça veut dire que tu auras vécu un match 6 fantastique. Messieurs, 22h20, il faut vraiment qu'on aille sur les news et après on fera un quiz rapide. Cette semaine sont tombés les toujours très attendus All NBA Team. Et comme d'habitude, on va un petit peu en débattre. On va voir tout de suite la première. On commence par la première, c'est ça? Messieurs en régie. Tant qu'à faire. Hein. Tant qu'à faire, où il y a la présence. Sachez d'ailleurs que All NBA, First Team est né de All NBA First Team. Hein, je l'ai dit comme ça. Ouais. Non mais vraiment, c'est pas une blague. Idée de Stephen Brown. Tout à fait. Giannis, Luka, Joel Embiid, Shai Gilgeous-Alexander et Jason Tatum. Pas de Donovan Mitchell dans la première équipe, qui est dans la deuxième, donc. Mais Shai, moi, ça me fait kiffer, mais ça fait parler. Ouais, alors la première chose que je veux dire, c'est que c'est la première fois que Joel Embiid était en première équipe. D'habitude, c'est Jokic qui est à sa place. Ouais. Là, on inverse les rôles. C'est bien normal, il est MVP. Première chose. Ensuite, tu as raison, Shai et donc actionne le ticket de la première équipe. On ne remet rien en cause de la saison de Shai Gilgeous-Alexander, exceptionnel, hein, un play-in avec cette équipe, plus de 33 points, 32 points par match, il est fabuleux, je sais pas, il est magnifique, mais en tout cas, nous, quand on a fait nos NBA Team, Erwan, on avait mis Donovan Mitchell pour la position des Cavs, pour ce qu'ils avaient actionné. On rappelle que les playoffs ne comptent pas au moment des votes. Enfin, ils votent avant les playoffs, parce que sinon, ça aurait changé pas mal de choses. Attends, moi j'ai une question très technique, je ne sais pas. Est-ce que le vote, c'est à la fin des play-in? Non, c'est à la fin des playoffs. Ils envoient tout ça à la fin des playoffs, à la fin de la saison régulière. Donc les play-in, ils ne regardent pas. Ok. Mais ça peut compter parce qu'il y a Butler dans le deuxième 5. Moi, je trouve ça très sévère pour Donovan Mitchell. On ne va pas tout lui enlever. Ils ont été dramatiques et lui le premier en playoff, mais il ne faut pas tout lui enlever quand même. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Shai et je l'ai souligné et mis en lumière toute l'année. J'aurais quand même mis Donovan Mitchell. Pas à la place de Luka? Le bilan. Alors, il y a Luka avec son bilan dramatique, je l'aurais peut-être mis à la place de Luka, t'as raison. Après, le truc de Luka, c'est que pour moi, c'est un NBA First Team sans aucun doute. Et que là, ce qui s'est passé cette saison, c'est un truc qui est totalement aberrant. Mais c'est pas la faute de Donovan Mitchell. Hein. Ah, bah ça c'est clair. Mais par contre, que Donovan Mitchell soit un moins fort joueur que Luka Doncic, ça, j'ai aucun doute aussi. Mais on juge pas les joueurs les plus forts intrinsèquement. Bah, je crois aussi. Qu'est-ce qu'il fait alors? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est en première équipe? Envoie la deuxième équipe. Ce qu'on va quand même noter, c'est qu'il n'y a qu'un seul Américain. Il n'y a qu'un seul Américain. Et ça, c'est vrai, t'as raison. Jalen Brown, Jimmy Butler, Steph Curry, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, donc qui est quand même là. Et Jimmy Butler dans la deuxième équipe. Jimmy Butler qui fait une saison moyenne, hein, on l'a tous dit. On est dithyrambique sur lui en playoff et c'est normal. Mais là, il fait une saison quand même moyenne. Donc c'est pour ça, moi je ne sais pas si ça s'arrête vraiment après la saison régulière. En tout cas, voilà, que du lourd, hein, que des gens qui te font gagner des matchs et qui te régalent. Et on va voir la troisième équipe rapidos. Avec donc deux joueurs des Kings, Julius Randle, mine de rien, parce que oui, il a du talent. Damien Lillard, qui s'est plaint, il voulait première équipe, lui. Hein. Bon, enfin, rien que mes frères, il faut finir les saisons déjà. Et LeBron James. Et donc LeBron, il continue. LeBron continue sa série. Incroyable. 19e. Incroyable. C'est fou. Hein. Parce que nous, on l'avait pas mis dans la troisième équipe. On s'était dit trop de matchs manqués. Il a joué 55 matchs. Devin Booker, par exemple, on a joué 53. Que 53. Donc, bon, en tout cas, il est dedans en termes de niveau, il n'y a pas de souci. C'est qui a le record des All-NBA Team? Karim, j'imagine, non? Avec 20? Non. Avec 19? 15. Ah, le deuxième, tu veux dire? Ouais. Ah ouais. Et c'est quand même fou. Ah non, mais LeBron, bon. T'es en train de nous dire que LeBron James a une belle longévité? Ouais, je trouve que... T'es venu faire des hot takes, toi? Ouais, excuse-moi. T'es pas venu couper du bois, toi? Non, mais je viens faire de l'audience. De l'audimat. Mais tu sais où on fait le plus d'audience, nous? Sur les quiz, frérot. Oh là là. Il nous ramène ta fraise. Je gagne absolument. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai Wax. C'est vrai que je t'ai jamais fait le quiz, Wax. Bonjour. J'adore ce que tu fais. Moi aussi. J'ai acheté ton album. bon guitariste. Non. Ah si. J'ai une guitare là, tu veux nous faire une démo? Oh ouais. Attends. Pas tout de suite, on n'a pas le temps en plus. Oh non. Oh là là. Le qui suis-je, tu joues de la guitare. Allez, comme ça, je ne jouerai pas. Merci, Wax. J'ai fait un... Pour le coup, il joue. C'est pas moi qui fais 4 accords. Il a donné
donné des cours de guitare, on peut pas me dire J'ai ça. donné hein. quelques cours. Ouais. Non, non, non. Je maîtrise Et t'as été l'arpège. et t'as été condamné. J'ai été condamné. Faux diplôme. Je me suis trompé de manche, excusez-moi. Alors, quiz plutôt rapide sur les playoffs. D'accord, je vais vous poser des questions historiques sur les playoffs. C'est de la rapidité. Vas-y. Vous êtes plutôt prêts? On est carrément pas. Allez, on commence. Quelle est, dans l'histoire, dans les franchises actuelles, la franchise qui a le moins de matchs en playoffs? Dans l'histoire. Grizzlies. Non. Les Kings. Non. Histoire, Non. non, c'est une franchise courte. Une franchise actuelle. Le Magic. Non. Attends, qui Oh, joue le encore là Thunder, Le Thunder. Non, mais le Raptors. Thunder, il y a Sonics. Raptors, non? Pensez à des Ah, ok, franchises qui non, ont changé les de... Pelicans. Les Pelicans, bravo, avec Ah oui, bah oui. 49 matchs. C'est le plus récent. Et c'était Minnesota, sinon. Je pensais que tu Avec disais qu'il jouait encore là. Non. Non, Non, non. Non, non. Allez, concentré, tricheur. Quelle équipe, hors Lakers et Celtics, compte le plus de victoires dans l'histoire des playoffs? Des Bulls. Les Bulls, non, Non, les Warriors. Les Non. Spurs. Non, ils sont deuxièmes, les Spurs, 403. Oh putain. Derrière les- Philadelphie. Philadelphie, bravo. Ah ouais. Avec Ouais. 460 Historiquement. Bah, victoires. bien sûr, Ouais, bien ouais, sûr, ouais. bien sûr. Ok. J'ai devant moi les 10 joueurs qui ont mis le plus de points dans l'histoire des playoffs. Je vous écoute, vous n'avez pas le droit à l'erreur. LeBron James. LeBron James, ça parle. Jordan. Un. Jordan 2. Attends, Kobe, bien sûr. attends, mais tu peux Ah, faire un petit... Karim. instant. Karim, il est là, troisième. Bon, surcoté. Shaq. Kobe, donc tu avais dit Kobe, 4. j'ai dit. Chaque, c'était 5. Vous êtes dans l'ordre pour l'instant, c'est bien. Tim Duncan. 6, bravo. C'est ceux qui ont mis le plus de points dans l'histoire. Tony Des Parker. playoffs. Ah, c'est à moi Tony Parker Parker. est Tony Parker. Bah Bien, oui, je à toi. l'avais. C'était mon gars. Tony Parker est le 10e. Oh, tricheur, Erwan, il est trop rapide. Allez, Erwan, à toi maintenant. Il en reste 3. Ah, d'accord. Des mecs qui... Non, Magic, C'est les non. points là. Hein, C'est ouais. les pions. C'est les pions, Faut c'est mettre les beaucoup de pions. points et il faut avoir joué très Est-ce que longtemps. t'en as un dernier? Pour titiller Thomas. Ouais, il faut que je le titille. Kevin Durant. Kevin Durant, 7e. Bravo. Et le dernier, je dirais Jerry West. Jerry West, 9e. Il en reste un. Oh, on était vraiment beaucoup comme Putain, ça. on est bon, hein. Il en Non, reste pas un ce- pas qui est ce temps, ça, on 8e. Un mec qui a mis énormément Wilt. de pions, mais qui a jamais gagné de titre. Iverson. Ah, qui a jamais gagné de titre. Ouais. Barclay. Elgin Baylor. Wilkins. Ah, Baylor. c'est Karl pas mal. Malone. Karl Malone. Ah oui, Karl Malone. Bah oui. Karl Malone était très bon, hein, bravo. 8e. Vous êtes Ouais. très bon. On enchaîne, on continue, on est rapide. Meilleur passeur de l'histoire des playoffs. Ok. Allez. Non, non, là, je veux juste qui est le meilleur. Magic. Voilà, ça sort comme ça. c'est- Hors LeBron, citez-moi un joueur du top 3 des gars qui ont perdu le plus de matchs dans l'histoire des playoffs. Kobe. Elgin Baylor. Non. Non. En finale, Karim. ils mettent des branlés, les mecs. Non. Ah, putain. Qui a perdu. Ouais, perdu le plus de matchs. LeBron en a Tracy 95. McGrady. Il est deuxième ex aequo avec Faut jouer quelqu'un. 20, faut jouer 20 Ok. Duncan. Duncan. Non. Faut jouer 20 ans, quoi. Pas Karim, pas LeBron. Non, enfin, pas Duncan. Un mec, Carter. un mec qui a joué aux Lakers notamment, qui a joué aussi Jerry West. à Chicago. Ah non. Rodman. Robert Parrish. Non. À Chicago, aux Lakers. Un Ah, il gars a qui pas a joué. joué au Jazz aussi. Attends, c'est un mec qui joue Non, encore. là c'est un autre gars hein, qui a joué au Jazz. Il y en a Ah, un qui ok. a joué au Bah Jazz. donc, Malone. Malone, c'était Malone. le troisième, 95. Stockton, du coup. Et un à 98. Ouais, c'était bien joué. Non, 98. 98 98 défaites. Ah. Il a joué aux Lakers et aux Bulls. Et il a gagné un titre. Ouais, il a gagné un titre pour moi. Il en a gagné Lakers, plusieurs. c'est mais- qui Ron Harper. Non. Ah, pas mal, Ron Harper. Aux Lakers et aux Bulls. Aux Lakers et aux Bulls. Ah, j'ai pas du tout. Attends, je vérifie s'il a joué aux Bulls parce que. Ah. Je comprends Bon, aux avec- Lakers sûr. Donne-moi son blast, je te Et dis. Non, je confonds avec Ron Harper, putain. Ok. Ah ouais, d'accord. C'était Derek Fisher. Excusez-moi Ah, pour la d'accord. mauvaise info, excusez-moi. Jazz Et Warriors. Et excusez-moi, my bad. Warriors. C'est Warriors. Hors Michael Jordan. Et Thunder d'ailleurs. Hors Michael Jordan, les gars. Quel est l'autre joueur à avoir passé la barre des 60 points sur un match de playoff? C'est arrivé. Elgin Baylor. Elgin Bird. Baylor. Elgin Ah. Baylor. Elgin Baylor, 61. 61 en 1962. Ouais. Dernière question là-dessus. Citez-moi toutes les franchises qui ont fait un back-to-back. Pareil, Les le premier Pistons. qui se trompe. Les Pistons, Pistons. Lakers, Bulls. Lakers. Attends, Celtics. apparemment c'est une. Ah non, non, mais là, on y va. Allez, allez, allez. On l'a dit, la Celtics, Bulls, Celtics, Lakers, très bien. Pistons, Heat. Heat. Très bien. Et il en manque C'est peut-être tout, un. Une récente. Ils ont pas... Les Warriors. Warriors, Warriors, bien sûr. Les Warriors. Warriors, vous l'avez dit. Et Chicago, vous l'avez dit. Houston, vous l'avez dit. Non, Ah, ouais. Non Houston, bah, 94, Sorry, 95. Hakim. Oui. C'est pas grave, vous avez été plutôt bons, les gars, Ouais. sur les playoffs. Vous êtes donc très chaud pour le qui suis-je. Oh la vache, je suis stressé. Moi aussi, j'ai Préparez la un petit guitare. coup de stress là. Allez, accordé. Allez. Je suis né le 19 septembre 1983 dans le Wisconsin. J'ai donc 39 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2016 après une dernière saison du côté des Sixers. Mais, commençons par le commencement. À ma naissance, je suis un beau bébé, 4,8 kg à ma première pesée. Bon, c'est faux, hein, je viens d'inventer cette stat, mais je suis quand même un enfant plus grand que la moyenne. Et Andrew c'est pour... Bynum. Hein Andrew Bynum. Non, et c'est Je pour tente ça... comme ça. Il a pas joué en plus. T'avais l'info Oui, sur bon, le il a bébé. fini. Il a joué. Il a fini là-bas, mais il y a joué avec sa coupe là. Un peu, il a fait Ah un oui, peu oui, match. peut-être, ouais. C'est pour ça que je dépasserai les 2 mètres dans ma vie d'adulte. Ce physique me pousse évidemment à jouer au basket. Je passe par la fac de Vincennes, à Indiana évidemment, où je fais des grosses stats. 20 points de moyenne, 9 rebonds, 2 contres.
Ensuite, je suis tradé à l'université de Purdue. Ah, Perdu. Putain, Perdu. Je me suis perdu. Bah oui, il y avait un U qui va venir me chercher pour terminer mon cursus universitaire. J'y resterai jusqu'en 2007. J'y serai notamment meilleur marqueur de la conférence lors de ma première saison et aussi nommé plusieurs fois dans la First Team All Big Ten. Mon passage sera aussi marqué par les blessures, notamment une entorse au ligament croisé. Bref, je me présente à la draft 2007. Je serai appelé à la 31e position dans un premier temps par Seattle, mais directement transféré chez les Houston Rockets. Ma carrière peut débuter. J'arrive dans la grande saison de Houston, 2007-2008. Et les 22 victoires consécutives, où mine de rien, j'aurai un rôle. Même si mon début d'aventure est compliqué et que je joue peu, voire pas, au fil des années, je prends des minutes, jusqu'à en jouer 17 de moyenne pour 8 points et 5 rebonds. Karl Landry. Karl Landry. Oh là là. Qui prend... Non, mais non. Voilà. Ça, c'est Erwan. Ça, c'est le vrai Erwan que vous voyez. Ça, c'est pas Erwan à vos traites. Il y a un chassé dans le truc. Moi, je cache rien à qui je suis. Gros. Pardon. Tu l'avais je l'ai, je me dis, j'attends encore un peu, il le sort. Ça s'est joué une demi-seconde encore. Pareil aussi 2 secondes. Oh putain, ça fait... Oh, je suis content. Mais c'est ta 3e de suite, si on compte pas celle de la semaine dernière. On la compte pas, il a dit Erwan. Ça fait 3 de suite, bravo. Oh ouais, je suis pas de content. guitare, Wax, dommage. Sachant qu'il reste 2 ou 3 semaines de faire des shows, Erwan. Ce serait con de finir sur une grosse série. Erwan, on va s'y remettre. Karl Landry, bien joué. C'est stressé quand je l'ai dit en plus quand même. Karl Landry. Merci Waxos d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. Comme toujours, c'était un plaisir de te voir. Karl Landry. Et l'autre il est au bout du rouleau, donc je vais essayer de clôturer parce qu'il est pas bien. Bon, merci à toi Waxos, n'hésite pas à revenir prochainement. Merci à toi Tom. Plaisir évidemment. Merci à tous qui nous suivent depuis tant d'années et surtout grâce à toi. Oh mais tu rigoles ou quoi? C'est grâce à vous et votre travail et c'est grâce à Tom et c'est grâce à Polo et c'est grâce à toute cette équipe. Karl Landry aussi. Bien sûr. Les amis, on se retrouve ce soir sur le Domingo à 20h. Demain, Metz Cholet sur la chaîne Twitch. Sinon, on va croire que c'est un match de Ligue 2. Pourquoi j'ai dit quoi? T'as dit Metz. Ah, j'ai dit, ok, Metz 92. Metz 92, pardon. Qui c'est le plus grand fan des Metz 92? Karl Landry. Allez, on s'embrasse. lundi, libre antenne à toute berzingue. Il y aura plein de trucs à raconter, on vous embrasse. Il y aura d'ailleurs, ce sera Thomas Languis qui sera avec nous. Allez, on vous embrasse, bisous, ciao. Il n'y a pas Karl Landry là